Bonjour tout le monde, en particulier les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie à qui s'adresse principalement ce cours de linguistique historique et de typologie des langues. Nous sommes dans la deuxième partie de cette série de cours magistraux, cette fois-ci consacrée plutôt à la typologie des langues en synchronie, la comparaison des systèmes différents des langues du monde. Notre première séance de typologie était consacrée au marquage du nombre, singulier, duel, pluriel, etc. dans les langues du monde, avec suivi par un deuxième cours qui existe également en vidéo sur le marquage actentiel, les relations actentielles, les questions de valence, de transitivité. Pour ce troisième cours de typologie, je vous propose de parler ensemble des types d'énoncés, les types de phrases euh, dans les différentes langues du monde. Alors, en effet, beaucoup d'exemples que nous avons donnés, notamment que j'ai donné la dernière fois à propos des relations actentielles et des relations avec le verbe, presque par définition, c'était des énoncés verbaux. Assez logiquement. Donc, on observait le verbe et ses relations. Et c'est vrai que un grand nombre enfin la majorité des énoncés qu'on prononce dans la plupart des langues sont des énoncés dont le prédicat est verbal. Le prédicat est verbal, il est précédé ou suivi d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une structure sujet-prédicat qui est la structure d'ailleurs utilisée également en logique. Hein. La chose dont on parle, c'est le sujet, et ce qu'on dit de cette chose, c'est le prédicat. Hein, depuis Aristote, c'est comme ça qu'a été un peu identifié la structure des énoncés à valeur de vérité, c'est sujet, prédicat. Ensuite, évidemment, la linguistique a raffiné ces questions. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, en précisant la différence entre le topic ou le thème et d'une part et le sujet d'autre part. Ensuite, différents types de prédicats, etc. Alors, on va un peu parler de ça aujourd'hui pour dire que ce qu'on a vu jusqu'ici et les exemples typiques qu'on a en linguistique, qui sont cités en linguistique, c'est souvent des énoncés du type sujet-prédicat. Par exemple, les chats ont mangé tout mon déjeuner, d'accord? Les chats ont mangé tout mon déjeuner. Les chats, c'est le sujet. Ont mangé tout mon déjeuner. C'est un prédicat verbal avec le verbe manger. Euh, et comme vous avez remarqué dans cet exemple que, si vous vous en souvenez, j'avais cité comme pour étudier la transitivité, eh bien, les chats ont mangé tout mon déjeuner, c'est un énoncé qui est déclaratif. Je déclare, voilà, c'est un énoncé du type assertion ou déclaration. Il est affirmatif, c'est-à-dire il n'est pas négatif, d'accord? Et il a une structure sujet-prédicat verbal. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que, en fait, euh, les, les, les langues du monde proposent une bien plus grande diversité de types de phrases, d'accord? Dans les types de phrases, d'abord, il y a, comment dire, un énoncé n'est pas toujours déclaratif, il peut être interrogatif, il peut être exclamatif, d'accord? C'est ce qu'on peut appeler les modalités d'énoncé, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en partie. Par ailleurs, un énoncé n'est pas toujours affirmatif, il peut être négatif, d'accord? Et enfin, on a des énoncés qui ne sont pas forcément verbaux, en français d'une part et dans les langues du monde et beaucoup dans les langues océaniennes, on va voir un petit peu qu'on a des énoncés nominaux ou des énoncés qui ont une structure sujet, copule, prédicat nominal et non pas sujet, prédicat verbal. On a également des constructions existentielles qui sont, par exemple, si je dis dans mon jardin, il y a des pommiers, d'accord? Vous remarquez que la structure est assez différente d'un sujet prédicat verbal. On commence par un thème locatif dans mon jardin. On appelle ça thème ou topic locatif dans mon jardin. Ensuite, la marque de l'existentiel, il y a.
en français. Et puis, on va avoir le pommier à la fin, alors qu'on pourrait l'analyser comme le sujet de la phrase. D'accord. Dans mon jardin, il y a un pommier. Donc, vous voyez que la structure d'un énoncé existentiel, d'une phrase existentielle, en tout cas en français, est assez différente de la structure classique d'une phrase à prédicat verbal. Alors, on va un peu aujourd'hui faire un panorama de différents types d'énoncés. D'accord. On va survoler les stratégies grammaticales sur cette question d'une typologie, on peut appeler ça justement des types de phrases, parfois dans les langues du Pacifique, mais également ailleurs, et avec déjà des exemples souvent qui vont être en fait en français pour poser les bases de notre observation. Et donc on va regarder successivement différents niveaux, hein, parce que ça ne se passe pas forcément au même niveau, un peu comme on l'a vu en haut de cet écran avec différentes couleurs. On va parler des modalités d'énoncé, assertion, interrogation, exclamation, entre autres, et faire un gros plan, un zoom sur interrogation et négation. Et puis, ensuite, on va distinguer ce qu'on vient de voir de ce qu'on appelle parfois modalité d'énoncé, c'est différent du mode du verbe, sachant que c'est trompeur, parfois on l'appelle également modalité du verbe, mais qui se situe plutôt au niveau, donc, lorsqu'on a un verbe, hein, ou lorsqu'on a un certain type de prédicat, mais généralement ce sont des verbes, qui ont différentes modalités, réalistes, irréalistes, etc. On va voir ça, des questions subjonctives, d'optatifs. Et puis, ensuite, on va s'intéresser au cas des énoncés non verbaux. Dans toutes les langues du monde, il existe des énoncés non verbaux. Dans certaines langues, c'est rare, dans d'autres langues, c'est très fréquent. D'accord. Des constructions où le prédicat n'est pas un verbe, mais un nom, ou bien construction existentielle, et puis construction adjectivale, etc. On va voir tout ça. Et je vais vous proposer à la fin un exercice d'application pour qu'on réfléchisse ensemble à ces questions. Alors, les modalités d'énoncé. Hein, j'ai proposé ce terme. Un terme qui va être partout utilisé, c'est modalité. Ensuite, il y a des termes, la terminologie n'est pas toujours stable. Certains disent modalité énonciative, d'autres modalités de phrase, d'autres types de phrases. L'idée, c'est que ça, c'est assez classique, hein, même en linguistique française, il y a des énoncés interrogatifs, etc. On va voir ça. L'idée qui provient de la logique, et même à vrai dire de la logique médiévale, ce qu'on appelle le dictum et le modus, c'est qu'on peut imaginer le contenu de la phrase, qu'on appelait donc le dictum, ce qui est dit, mettons, vous achetez du riz. D'accord. Vous, alors si je dis vous achetez du riz, c'est déjà une affirmation. Tandis que là, imaginez que c'est un sujet qui serait vous, le verbe qui est acheté, infinitif, là, ici, et puis le complément d'objet, riz. Le fait que voilà, la possibilité ou le fait virtuel que vous fassiez un achat de riz. OK. Ça, c'est même pas encore une phrase. On est d'accord? C'est un noyau propositionnel, un contenu propositionnel, d'accord? L'achat du riz par vous, si vous voulez. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en dit de cet achat de riz? Est-ce qu'on l'affirme? Est-ce qu'on pose la question? Est-ce qu'on s'en étonne? Est-ce qu'on donne l'ordre? D'accord? Et ce qu'on en dit de ce contenu propositionnel, c'est ce on appelait le modus en logique médiévale. Donc, je crois que c'est Thomas d'Aquin, à vérifier. Et en tout cas, ce qu'on appelait le modus et qu'on appelle désormais en fait deux choses différentes, le mode verbal, on va le voir un peu plus tard, et puis la modalité de phrase. Alors, on va voir ça. Si je dis vous avez acheté du riz, qu'est-ce que vous remarquez? C'est que le contenu propositionnel, le verbe acheter, si vous voulez, il est conjugué au passé, passé composé en français, d'accord? Donc on se place dans le temps, disons passé présent, d'accord? Je fais référence à un fait que je considère achevé. Vous avez acheté du riz, c'est dans le passé, c'est pas un fait futur, c'est pas une promesse, etc. C'est un événement que je considère, moi le locuteur, comme ayant eu lieu, d'accord? C'est ce qu'on va appeler plus tard le mode réaliste, d'accord, par opposition à irréaliste. En tout cas,
ou mode indicatif, si vous voulez, en grammaire traditionnelle. Ça, c'est le mode du verbe. Et puis, l'ensemble de cette phrase au mode réaliste, elle est placée dans une modalité d'énoncé plus large, si vous voulez, si vous pensez en termes d'emboîtement. Vous avez la tête verbale qui est prise dans le mode indicatif ou réaliste, d'accord? Et l'ensemble de cette combinaison, vous achetez du riz, donc mode indicatif et temps passé, d'accord? Vous avez acheté du riz, eh bien, il est pris sous une modalité de la phrase dans son ensemble, qui est une modalité d'affirmation, ce qu'on appelle, disons plutôt, assertion. D'accord? C'est un énoncé déclaratif ou assertif. Annoncé, déclaratif ou assertif. On peut considérer que assertif, assertion, c'est synonyme ici de déclaratif ou assertif. D'accord? Par ailleurs, il est affirmatif. On va voir ça dans 2 secondes. Il n'est pas négatif. Mais donc, on a ici un énoncé qui est déclaratif. Il s'oppose à un énoncé comme « Avez-vous acheté du riz ?» hein, c'est facile à voir. « Vous avez acheté du riz ?» c'est déclaratif. « Avez-vous acheté du riz ?» c'est interrogatif. C'est marqué dans la ponctuation en français, puis c'est marqué aussi par d'autres choses, on va en parler, c'est-à-dire l'inversion du verbe ici et l'intonation. Donc là, on a, pour l'instant, c'est facile, c'est la modalité de l'énoncé interrogatif. Comme vous remarquez, en changeant la modalité de l'énoncé de déclaratif à interrogatif, on n'a pas changé le mode du verbe. On est toujours dans un mode réaliste, on parle toujours d'une action passée. D'accord? Donc, il y a des points communs entre les deux. Et puis, évidemment, c'est le même contenu propositionnel. D'accord? En revanche, ce qui change, c'est la nature de la modalité d'énoncé. On passe de déclaratif à interrogatif, ce qui change ce qu'on appelle en logique la valeur de vérité, c'est-à-dire vous avez acheté du riz, j'asserte quelque chose, je dis vous avez acheté du riz avec en ajoutant à cela une valeur de vérité, c'est une assertion que puisque j'ai un point final, je présente cet énoncé comme vrai. Alors que quand je pose la question, je ne pose pas du tout je ne pose pas cet énoncé ni comme vrai ni comme faux, je l'interroge, d'accord? Et c'est à vous d'ajouter la notion de valeur de vérité sur cette phrase, d'accord? Donc, vous avez acheté du riz, d'une part. Avez-vous acheté du riz? On passe de déclaratif à interrogatif. N'oublions pas qu'on peut avoir des variantes de ces énoncés. Vous n'avez pas acheté de riz. Vous n'avez pas acheté du riz, évidemment, c'est une négation, d'accord? Mais le fait de passer à la négation, ce qu'on appelle la polarité négative, on change de polarité, on n'est plus dans la polarité affirmative, mais dans la polarité négative, n'empêche pas que le premier, c'est un déclaratif, comme la ligne précédente. On est toujours dans une déclaration, simplement, je déclare, avec une certaine valeur de vérité, je déclare que il est vrai que l'achat de riz n'a pas eu lieu. Voilà, vous n'avez pas acheté de riz. D'accord? C'est également une déclaration, un déclaratif négatif. C'est pour ça aussi que je ne voulais pas utiliser le mot affirmatif sur le même plan que déclaratif, parce qu'en fait, on a à l'intérieur de l'ensemble déclaratif ou assertif, on peut dire que déclaratif et assertif sont des synonymes, mais affirmatif, c'est juste un des 2 types de déclaratif, puisqu'on peut être déclaratif affirmatif ou déclaratif négatif. C'est juste la polarité du verbe. Ce n'est ni le mode, ni la modalité, c'est autre chose, c'est la polarité. En question, comme vous le savez, on peut avoir un interrogatif affirmatif, enfin un interrogatif positif, en tout cas en polarité positive, avez-vous acheté du riz? Et puis, on peut ajouter la négation. En français, alors c'est peut-être pas toutes les langues qui peuvent faire ça, mais en français, on peut combiner la modalité d'énoncé qui est interrogative et puis la polarité négative, ça donne « vous n'avez pas acheté de riz ?» Vous n'avez pas acheté de riz, c'est interrogatif, virgule, négatif. Parfois, on abrège en français en interro-négatif. D'accord? Mais comme vous voyez, le fait d'être négatif et le fait d'être interrogatif n'est pas du tout en conflit, enfin, n'est pas du tout contradictoire. C'est parce que ça ne se situe pas au même niveau, en fait. Le contenu propositionnel acheter du riz, je le nie. J'évoque la possibilité qu'il y ait un non-achat de riz. Et ensuite, la modalité de l'énoncé qui est interrogative interroge mon interlocuteur sur ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu non-achat de riz?
hein, si on fait, alors c'est un peu du charabia bien sûr, mais c'est une manière de réfléchir à cette question du point de vue logique. La logique, c'est un peu les mathématiques, l'algèbre du langage et de la vérité. D'accord? Donc, vous n'avez pas acheté de riz, c'est l'achat de riz, hein, le contenu prépositionnel qu'on a en haut de la page en tracolade. L'achat de riz par vous. On le nie par la négation, donc ça fait quelque chose comme l'absence d'achat de riz par vous. Et ensuite, j'ajoute à cela l'interrogation. Est-ce qu'il y a eu absence d'achat de riz? D'accord? Est-ce qu'il y a eu non-achat de riz? Autrement dit, vous n'avez pas acheté de riz, pour l'interrogation, c'est interro négatif. Et puis, il y a d'autres modalités qu'on peut imaginer. C'est acheter du riz. Alors, qu'est-ce que c'est si je dis, point d'exclamation, acheter du riz? N'oubliez pas d'acheter du riz, etc. Eh bien, c'est je vous laisse réfléchir, mais je pense que vous connaissez. Alors, on va penser à impératif. On peut parler d'impératif. En fait, impératif, c'est un mode du verbe, d'accord? Et on emploie parfois d'autres termes pour la modalité. On peut dire modalité impérative, si vous voulez, ou modalité injonctive, d'accord? Modalité injonctive, le mot injonction veut dire un ordre. En fait, il y a beaucoup de synonymes parce qu'on dit aussi justif, hein, ça vient du latin iubeo, c'est donner un ordre, ordonner. Tout cela, c'est un peu des synonymes parce que c'est difficile ici de distinguer entre le mode du verbe et la modalité de l'énoncé. Ça dépend un peu des auteurs, etc. Mais on va traditionnellement distinguer entre des énoncés qui ont une modalité déclarative, interrogative, d'accord, injonctive, et injonctive, c'est quasiment synonyme d'impératif. On va voir dans quelques minutes que parfois, qu'on peut avoir des nuances à l'intérieur d'injonctif. On a l'ortatif, on a l'optatif, etc. La négation, puisqu'à chaque fois on opposait avec la négation, bien sûr, est-ce qu'on peut combiner injonctif avec négation? En tout cas, en français, oui. Il y a des langues où c'est plus compliqué, il y a une marque spéciale, etc. Mais en français, effectivement, acheter du riz, on peut combiner avec la négation, et ça devient n'achetez pas de riz. N'achetez pas de riz, c'est ce qu'on appelle parfois impératif négatif, tout simplement, un peu comme on avait interro-négatif, donc c'est impératif ou injonctif négatif, d'accord? Moi, je préfère le mot prohibitif, hein, prohiber en latin, c'est prohibere, c'est interdire. Pourquoi? Parce qu'il y a des langues qui n'ont pas, où, pour marquer la défense ou la prohibition, d'accord, on n'emploie pas la négation combinée à l'impératif, mais on a une sorte de forme spéciale qu'on appelle le prohibitif. Donc, si vous voulez, le terme abstrait enfin le terme, disons, général pour ce type de défense, d'énoncé de défense, c'est le prohibitif. Et puis, il y a encore d'autres modalités qui, alors, traditionnellement, on oppose, par exemple, si je dis, si seulement vous aviez acheté du riz, d'accord, on va pouvoir raffiner un peu le type de mode verbal ici. On va parler d'un optatif, par exemple. Mais du point de vue de l'énoncé dans son ensemble, on va ranger, traditionnellement en tout cas, ce type d'énoncé sous ce qu'on appelle la modalité exclamative, hein, parce que donc le carré, ou en tout cas les quatre les quatre mousquetaires de la modalité de phrase, traditionnellement, c'est déclaratif, interrogatif, injonctif et exclamatif. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est aussi d'observer que ce qu'on appelle les modalités, là, bon, donc les quatre modalités classiques, eh bien, en fait, on peut aussi les voir comme une instantiation un peu de ce qu'on appelle également des actes de langage. Acte de langage, d'accord, c'est un terme important en linguistique, plus précisément en pragmatique. C'est depuis un ouvrage, donc on parle d'acte de langage, en anglais speech act, d'accord, depuis un ouvrage important de Austin, un Britannique qui en 1955 a publié un livre, un ouvrage qui s'appelle How to Do Things
with words, d'accord? Et traduit en français par le titre « Quand dire, c'est faire ». Et le titre est assez explicite puisque l'idée c'est que le langage, ça ne sert pas qu'à, comment dire, traditionnellement, depuis la rhétorique antique, depuis Démosthène, depuis disons voilà, un cliché rhétorique qui existe depuis 25 siècles et qui continue jusqu'à aujourd'hui, on oppose toujours les paroles et les actions, d'accord? On va dire ces politiciens, ils parlent tout le temps, mais ils ne font rien. Ça, on l'entend encore aujourd'hui, mais c'est vieux comme le monde. De avoir cette idée que il y a les actions qu'on fait avec les mains, avec voilà, je sais pas, le corps, hein, avec des marteaux, avec tout ce qu'on veut. Ça, c'est des actions, mais en revanche, ce qu'on fait avec les mots, ce sont des paroles en l'air et ça n'a rien à voir. C'est un peu le cliché qu'on a depuis toujours sur ce contraste entre dire et faire. Évidemment, ça peut se comprendre, ça peut justifier, c'est-à-dire c'est pas la même chose de dire je vais réparer la voiture et de le faire, si vous voulez. D'accord? Donc on est bien d'accord que faire quelque chose, c'est pas la même chose que dire qu'on va le faire. On est d'accord. Sauf que ce que Austin a bien compris et qui est important, c'est que euh, dire quelque chose, c'est quand même, d'accord, énoncer quelque chose, le langage, ça sert à faire certaines actions. Alors, on est d'accord que dire je vais réparer ma voiture, ce n'est pas la même chose que de réparer la voiture, d'accord? Il faut mettre les mains dans le cambouis. En revanche, dire je vais réparer ma voiture, c'est faire une promesse. Et faire une promesse, c'est pas rien, si vous voulez. Du point de vue des relations sociales, du point de vue des actions qu'on peut accomplir dans une journée, eh bien, faire une promesse, c'est faire quelque chose, c'est une certaine chose. On peut dire à 15h42, il m'a promis qu'il allait réparer la voiture, d'accord? Et donc c'est pas, on n'a pas une opposition binaire entre les paroles qui seraient juste du vent et des actions, mais on a en fait des actions concrètes, si vous voulez, de réparer la voiture. Et puis on a par ailleurs des actions verbales, d'accord, des actions qu'on accomplit par le langage et qui consistent à, par exemple, promettre qu'on va réparer la voiture ou annoncer qu'on l'a fait, d'accord, ou bien remercier quelqu'un parce qu'il a réparé la voiture, d'accord. Donc toutes ces actions, en fait, tous ces types d'énoncés qu'on prononce, ils forment certains, comment dire, ils constituent des actions. Ils constituent des actions qui ne sont pas la même chose que réparer la voiture elle-même, mais qui sont des actions de promettre, remercier, etc. D'ailleurs, en fait, évidemment, d'une certaine manière, on le savait déjà, mais comme souvent, les théoriciens, comme Austin, c'est des gens qui vont nous ouvrir les yeux sur des sortes d'évidences qu'on savait, puisque on disait je vous remercie, etc. En disant je vous remercie, on accomplissait déjà des actions sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdain qui parlait, qui faisait de la prose sans le savoir dans Le Bourgeois gentilhomme, d'accord. Et donc ce que Austin a révélé, c'est que très souvent l'action, enfin comment dire, la parole, c'est un certain type d'action sociale en fait dans l'interaction entre les individus. C'est un peu cet ouvrage qui a donné naissance à la pragmatique. Pragmatique, vous savez qu'on peut considérer que c'est une partie de la linguistique, hein, c'est de même qu'il y a la phonologie, il y a la syntaxe, eh bien, il y a aussi la pragmatique. Et la pragmatique, ça vient du grec pragma, qui veut dire l'action. Hein. Donc, la pragmatique, c'est l'idée que, donc la pragmatique, dans son contexte linguistique, c'est l'idée que le langage, c'est une action. Donc, c'est vraiment inspiré de cet ouvrage, d'accord. Et c'est l'étude qui est bien vivante aujourd'hui. Il y a des revues scientifiques de pragmatique, il y a des professeurs de pragmatique, il y a des cours de pragmatique qui observent le langage pas tellement du point de vue comment dire, ni de la phonologie, ni de la grammaire ou des relations actentielles, mais plutôt de l'impact des énoncés dans les relations sociales, d'accord, dans les relations entre individus et par exemple les marques de politesse. Typiquement, ça va être un des grands sujets de la pragmatique, c'est la politesse, comment un ordre de fermer la fenêtre peut être demandé de 15 manières différentes selon le degré de politesse, etc. Voilà, donc c'est les questions de pragmatique. Alors, les modalités qu'on vient de voir se rattache un peu à cette question de la pragmatique et des actes de langage. Un des termes qu'on emploie souvent en pragmatique, c'est la notion que certains énoncés, pas tous, mais certains énoncés sont performatifs.
Alors, performatif, c'est l'idée, hein, ça vient de l'anglais perform, ça veut dire commettre une action, faire quelque chose. C'est que si je vous dis merci, vous m'offrez un cadeau, etc. Déjà, offrir un cadeau, c'est une certaine action. D'accord? Vous faites un geste d'offrir un cadeau, et moi, je réponds merci. Vous m'ouvrez la porte, etc. Et je vous réponds merci. Par ce mot-là, c'est important de comprendre, c'est ça que la pragmatique nous dit. Je ne suis pas en train de, il ne s'agit pas d'un énoncé descriptif. Je ne suis pas en train de vous dire, tiens, il y a 10 minutes, je vous ai remercié. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Si je dis merci, en fait, c'est la prononciation même de ce mot qui accomplit l'acte de remercier. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un énoncé performatif. C'est lorsque l'énoncé, il performe en anglais, c'est-à-dire l'énoncé même, le fait de prononcer certains mots, accomplit un acte à valeur sociale. Et remercier, on peut remercier sans parler, avec un geste, par exemple, ou avec un autre cadeau, etc. On peut dire que c'est une manière non verbale de remercier. Mais si on le fait avec des mots, voilà, on va prononcer un énoncé qui, par lui-même, de manière interne, enfin par sa propre force, si vous voulez, eh bien, est capable d'accomplir un acte. Le fait que ce soit une force interne, c'est ce qui a été aussi formulé par un mot technique qui est force illocutoire. La force illocutoire, ça vient de in, intérieur, donc c'est par la locution de cet énoncé, par le fait de prononcer cet énoncé, il a une force interne, si vous voulez, c'est la force de constituer un énoncé performatique qui accomplit un certain acte. Par exemple, si je dis merci, c'est par cette parole-là que je vous remercie. Si je dis désolé ou pardon, d'accord, eh bien, par la prononciation de cette phrase, j'accomplis l'acte de s'excuser. D'accord, de m'excuser, et on le sait parce que, enfin, je veux dire, on se rend compte un peu de la nuance dans le fait que, par exemple, si on demande à un adolescent un peu revêche, d'accord, de s'excuser auprès de son prof parce qu'il a fait une bêtise, par exemple, ou alors je dis un adolescent revêche, ça peut être plein d'autres exemples, des politiciens, etc. Par exemple, Donald Trump, il est incapable de s'excuser. Il ne va jamais s'excuser, d'accord, ou d'autres hommes politiques, voilà, parfois c'est psychologique, et impossible de s'excuser. Et ils vont tourner autour du pot, si vous voulez. Donc, si on revient à l'exemple de l'enfant adolescent, il va avoir beaucoup de mal à dire pardon, je demande pardon, ou bien de dire désolé, ou d'accord, ou je vous prie de m'excuser, etc. Ça, c'est vraiment des formules qui ont une force illocutoire, et parfois on voit qu'ils tournent autour du pot, de dire oui, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'aurais pas dû, et on lui dit demande pardon, et il dit ça y est, je l'ai fait, d'accord, ça y est, je viens de demander pardon, j'ai dit j'aurais pas dû. Et l'adulte souvent va dire non, tu ne t'es pas excusé, tu as dit des choses qui ressemblent, tu as dit j'aurais pas dû, c'était une erreur, etc. Mais tu n'as pas dit la formule. Hein, parfois on dit même le mot magique à des enfants, on dit dis le mot magique, ou bien dis le mot qui va faire que vraiment on peut dire tiens, tu t'es excusé. En français, il n'y a pas forcément un seul mot, ça peut être pardon, désolé, je m'excuse, je vous prie de m'excuser, etc. D'accord? Mais vous voyez bien que ces formules-là, elles ont un pouvoir. La preuve, c'est que si elles n'avaient pas de pouvoir, l'adolescent pourrait les prononcer sans difficulté. Tandis qu'on voit que ces mots-là, ils ont une sorte de pouvoir magique, ils ont une sorte d'auréole comme ça, d'aura, qui fait que si je dis désolé, ça y est, on peut dire, bon, il s'est excusé, il a dit désolé. En revanche, de dire, ah, j'aurais peut-être pas dû, oui, mais j'étais mal réveillé ce jour-là et tout, ça c'est se trouver des excuses, ce qui est un autre sens du mot excuse, d'accord, se trouver des prétextes, mais ce n'est pas accomplir l'acte performatif de s'excuser par un mot. Donc voilà, donc ça c'est important de comprendre la notion de force illocutoire d'un énoncé performatif. Un autre exemple de phrases performatives, c'est je déclare les Jeux Olympiques ouverts. Et en général, c'est un chef d'État qui va dire ça, voilà, bon, ou un ministre. Eh bien, comme vous le comprenez, eh bien, c'est
cet énoncé, il n'est pas descriptif d'une action qui existerait par ailleurs. On peut dire oui, mais c'est un verbe présent, première personne du singulier, il décrit l'action de déclarer, etc. Non, il décrit pas l'action de déclarer. Il accomplit. En fait, c'est un énoncé performatif, c'est une formule, parce que c'est en prononçant cette phrase même qu'il accomplit l'acte d'ouvrir les Jeux, parce que cet acte d'ouvrir les Jeux olympiques, eh bien, se fait par la prononciation de cette phrase. C'est très différent, par exemple, d'une phrase qui dirait « j'ouvre la porte ». J'ouvre la porte, je peux être en train d'ouvrir la porte et en disant cela, je dis « regarde, j'ouvre la porte ». Ça, c'est pas un énoncé performatif, parce que c'est pas juste en prononçant les mots d'ouvrir la porte que la porte s'ouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est différent de « je déclare les Jeux olympiques ouverts » ou dans un mariage, « je vous déclare mari et femme ». Prononcé par le maire ou le prêtre, eh bien, là, c'est un énoncé performatif parce que c'est la seule prononciation de ces mots-là qui accomplit l'acte lui-même. Ça, c'est important de comprendre la notion d'énoncé performatif, d'accord? Et alors, les 3 premiers exemples que j'ai donnés, remercier, s'excuser, ouvrir les Jeux olympiques, d'accord? C'est vraiment les exemples clés de ce qu'on appelle des énoncés performatifs avec des formules qui ont une force illocutoire, d'accord? Qui ont une force interne euh, comment dire, d'accomplir un certain acte verbal. D'accord. Et ensuite, il y a toute une discussion en pragmatique qui est jusqu'où ça va en fait. Je viens de vous dire que si je dis comment dire, j'ouvre la porte, ce n'est pas en disant ça que la porte s'ouvre. D'accord. Alors que donc c'est là on pourrait dire oui mais j'ouvre la porte, c'est autre chose. C'est autre chose. Ce n'est pas un acte ce n'est pas une phrase qui a le pouvoir d'ouvrir la porte. En revanche, à la limite, on peut dire que oui, mais c'est quand même un acte. C'est-à-dire en disant j'ouvre la porte, par exemple, ça peut être une promesse. T'inquiète pas, quand tu sonneras tout à l'heure, bah, je t'ouvre la porte. D'accord? Ça, c'est une sorte de promesse. Et une promesse, comme je disais tout à l'heure, c'est pas rien. On peut remercier, c'est un acte social. S'excuser, c'est un acte social. Et promettre, c'est aussi un acte social qu'on accomplit par le langage. D'accord? Donc, vous voyez la particularité des énoncés performatifs, c'est que ils accomplissent l'action même qu'ils disent. Mais une phrase comme je t'ouvre la porte ou bien je te le rendrai demain, d'accord? Quand je dis je te le rendrai demain, ce n'est pas en prononçant cette phrase que je te rends l'argent, par exemple, ou le livre que tu m'as prêté, d'accord? Je suis pas en train de te le rendre. En revanche, je suis en train de te promettre que je te le rendrai. Et c'est aussi un certain acte. Donc, il y a 2 actes différents. Il y a l'acte de rendre et l'acte de promettre qu'on le rendra. Ce sont quand même 2 actes. Donc, les deux sont les 2 actes, si vous voulez, sont concernés par ici la question de la pragmatique et de la force des énoncés. Si je dis tu l'as vu quand, ce film par exemple, ou cette personne, d'accord, quand est-ce que tu l'as vu? Eh bien, cette phrase interrogative, elle accomplit un acte tout bête qui est de poser une question et qui est de susciter une réponse. Et ça a des implications. Par exemple, si je te pose une question, c'est un peu comparable à l'acte de te donner l'ordre de me répondre. Hein, d'accord. Si je pose une question à un enfant et qui me répond pas, bah, il est impoli parce que donc ce qui prouve aussi qu'il y a eu en posant ma question, j'ai accompli un acte dans l'interaction sociale, ça a une valeur pragmatique, le fait de poser une question, à la limite, quel que soit le contenu de la question, le simple fait d'avoir une modalité interrogative, ça, c'est un énoncé qui comporte une certaine force illocutoire, celle d'interroger. Et dernier exemple ici, ne mange pas ça, d'accord? C'est aussi un acte en fait. On peut appeler ça la modalité injonctive ou en l'occurrence prohibitif qu'on a vu tout à l'heure, mais en prononçant un prohibitif, d'accord? Eh bien, on accomplit un certain acte, en l'occurrence l'acte d'interdiction. Et la preuve, c'est qu'on peut référer à ça le lendemain en disant mais je t'avais interdit de le faire, je t'avais dit de pas le manger. Donc j'avais fait l'action de t'interdire, d'accord? Et donc tu n'aurais pas dû le manger.
D'accord? Donc, il y a bien eu un acte à travers les mots, à travers la prononciation de d'un certain énoncé qui a une valeur illocutoire, une force illocutoire. Alors, parmi les exemples de modalités qu'on vient de voir, on va faire un petit gros plan sur l'interrogation parce que voilà, ça peut être une des modalités sur lesquelles les langues ont des différences ou des caractéristiques assez intéressantes. L'énoncé interrogatif, comme je viens de suggérer, c'est pas juste des paroles en l'air, hein, donc c'est une action qu'on accomplit par le langage et qui a une force illocutoire de demander, en fait, presque d'ordonner à son interlocuteur de répondre à une lacune qui peut être je ne sais pas la réponse à telle question, ou je me demande pourquoi, je me demande quand, je me demande où tel événement a eu lieu, etc. Et je demande à mon interlocuteur, donc qui est toi, de répondre à ma question par un énoncé, cette fois-ci déclaratif, d'accord? Parce que en fait, euh, du point de vue des modalités, si je dis tu as déjà acheté la baguette de pain, d'accord, pour l'interrogation, il n'y a pas de valeur de vérité, il n'y a pas d'assertion. Et quand tu me réponds oui, ou quand tu me réponds non, pas encore, eh bien, euh, toi, l'interlocuteur, tu énonces une phrase qui éventuellement est très brève, c'est juste une seule syllabe, c'est oui ou non, mais cette phrase-là, elle est déclarative, elle a une force assertive avec sa valeur de vérité. Alors, valeur de vérité, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça me semble évident, ça n'empêche pas le mensonge, hein. On peut bien sûr dire oui, j'ai acheté la baguette de pain comme tu me l'as demandé, et en fait, c'est pas vrai. Et en fait, je suis en train de mentir, mais ça nous regarde, ça c'est presque extra-linguistique. Le langage sert à mentir notamment, autant qu'à dire la vérité. Et en disant oui, j'ai acheté la baguette de pain, eh bien, je fais une déclaration, je prononce un énoncé qui a une valeur, une modalité énonciative qui est d'ordre déclaratif, c'est-à-dire le oui, il résume un énoncé qu'on pourrait imaginer plus long, qui est j'ai acheté une baguette de pain, d'accord, euh, et, euh, et que ce soit vrai ou faux est une autre question, mais il a une valeur de vérité. Une valeur de vérité, ça veut dire que c'est vérifiable. On parle d'un événement et on lui donne une valeur, oui, qui ensuite permet de vérifier si on a dit la vérité ou pas. Tandis que si je pose la question, acheter une baguette de pain, rien n'est vérifiable puisque je n'ai fait que poser une question. Voilà. Alors, les énoncés interrogatifs, d'accord, on distingue traditionnellement deux types de phrases interrogatives, les questions fermées et les questions ouvertes. D'accord. Alors, une question fermée, c'est facile à se rappeler. L'idée, c'est qu'il n'y a que deux réponses possibles, c'est oui ou non. On appelle ça parfois une interrogation polaire, d'accord? Polaire parce que c'est comme s'il y avait un pôle nord et un pôle sud, ou un pôle oui et un pôle non. D'accord? Peut-être c'est plutôt en anglais qu'on appelle polar question. D'accord? D'ailleurs, je crois qu'en anglais, on n'emploie pas trop l'idée de closed question et open question. C'est plutôt dans la tradition grammaticale française qu'on dit question fermée, question ouverte. D'accord? Et donc, la question fermée, c'est en oui, ou en anglais, on dit aussi yes-no question, hein, tout simplement. OK. Comment on marque les questions fermées dans les langues du monde? Alors, déjà, en français, il y a une certaine variété de marquage, d'encodage de la question fermée, d'accord? Elle peut être marquée par l'intonation. Si je dis, t'as pris la clé? T'as pris la clé? Comme on le voit, eh bien, du point de vue grammatical, il y a en fait, du point de vue, si vous voulez, de l'ordre des mots, etc., il n'y a aucune différence entre t'as pris la clé et t'as pris la clé, d'accord, qui est une affirmation, si vous voulez, une assertion. Et, et donc là, c'est l'intonation et seulement l'intonation qui distingue la question de la phrase assertive correspondante, d'accord? Mais en français, il y a d'autres stratégies. Par exemple, si je dis connais-tu mon oncle, hein, qui, comme vous le savez, c'est plutôt du français, disons, soutenu, avec cette inversion-là. On pourrait dire du français écrit ou du français soutenu.
D'accord, connais-tu mon oncle? Eh bien, là, vous voyez qu'il y a une inversion. Et cette inversion, c'est une marque de la question, une inversion entre le verbe et le sujet. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'ordre sujet-verbe, on a verbe-sujet, ou on a une autre manière de dire, c'est qu'on a le verbe à l'initiale. D'accord, connais-tu mon oncle? C'est une marque de l'interrogation. Troisième exemple, c'est est-ce que j'ai le droit d'entrer? Est-ce que j'ai le droit d'entrer? Vous voyez que la phrase assertive correspondante serait j'ai le droit d'entrer. D'accord, je pourrais même m'exclamer j'ai le droit d'entrer, point d'exclamation. D'accord. Et qu'est-ce qui marque ici la question? C'est est-ce que? Est-ce que c'est assez, pour les étrangers qui apprennent le français, ça a l'air assez complexe parce que c'est le verbe être, etc. Mais en fait, est-ce que on peut dire que ça s'est grammaticalisé comme simplement une marque de question? La preuve, c'est que non seulement on dit est-ce que j'ai le droit d'entrer ou est-ce que tu l'as entendu? D'accord. Et même en français, on peut dire où est-ce que tu l'as mis? Où est-ce que tu l'as mis? Vraiment, est-ce que c'est devenu une marque d'interrogation en français? Et voilà. Alors, je prends l'exemple d'une langue du Pacifique, d'un type de marque interrogative, d'accord? Tu le connais, Nekvavril ne. Alors, Nekvavril ne le. D'accord? Donc, la phrase affirmative correspondante serait Nekvavril ne, c'est tu le connais. Et ici, non seulement on a une intonation interrogative, mais on a une marque finale qui est les, qu'on pourrait gloser marque d'interrogation. Mais ce qui m'intéressait là dans cet exemple, c'était de souligner que il s'agit du même mot que quand on dit ou bien, d'accord? C'est l'un ou l'autre, d'accord? Ton père ou ta mère, etc. Le ou, eh bien, c'est dans cette langue-là et dans beaucoup de langues, non seulement du Pacifique, mais d'ailleurs, c'est ainsi que le mot qui veut dire ou bien est devenu la marque d'interrogation. Pourquoi? Parce que c'est l'idée de tu le connais ou bien tu ne le connais pas. D'accord? Et les questions en oui-non, il y a beaucoup de langues où on va exprimer par soit la phrase complète tu le connais ou tu ne le connais pas. Et parfois, c'est simplement le ou bien, le ou, OU, qui devient la marque d'interrogation. C'est le cas en Doriu, donc cette langue des Banks du Vanuatu, Nekvavril Nele, avec une petite intonation suspendue comme ça. Mais comme vous voyez sur l'écran, ou bien est devenu une marque de question dans d'autres langues. Par exemple, en japonais, la marque d'interrogation, c'est ka, qui est à la fin de la phrase et qui est également le mot qui veut dire ou bien. En sanskrit, c'est va. En grec ancien, c'est est. D'accord. Et à chaque fois, on a une collexification, si vous voulez, une égalité entre la conjonction de coordination qui est ou bien, et la marque de question. C'est une des manières possibles d'encoder les questions fermées dans les langues du monde. C'est oui ou non, c'est blanc ou noir, etc. OK. Et question fermée, ça s'oppose, comme vous l'avez deviné, comme je l'ai dit, à questions ouvertes. Et c'est quoi les questions ouvertes? Eh bien, c'est tous les autres types de questions, vous savez, comme des questions à qui, quand, où, pourquoi, etc., qui ont un mot interrogatif. Pourquoi on les appelle ouvertes? Parce que euh, il n'y a pas que deux manières de répondre à cette question, comme oui ou non. Eh bien, il y a tout l'éventail possible. Si je dis quand est-ce que tu as acheté ça? La réponse peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça peut être ce matin, ça peut être l'année dernière, d'accord? Ou ça peut être tous les endroits possibles du monde. Donc, c'est pour ça qu'on emploie le mot question ouverte. Ce qui est important dans les questions ouvertes, c'est que alors, dans les questions fermées, on a vu qu'on peut avoir un mot interrogatif qui est ou bien, ou qui est voilà, une marque interrogative, comme est-ce que en français, ou l'inversion entre le verbe et le sujet, ça c'est une marque interrogative, ou l'intonation. Mais dans les questions ouvertes, on a toujours un mot interrogatif qui est spécialisé dans l'interrogation, comme pourquoi, ou quand, etc., ou comment. Et ce mot interrogatif, il fait deux choses. D'une part, il marque l'interrogation, parce que quand je dis comment ou pourquoi, il y a comment dire, intégré à ce mot-là, il y a du point de vue sémantique, il y a l'interrogation, la modalité interrogative. Et d'autre part, il y a une deuxième fonction de ce nom, c'est de porter sur un constituant précis. Ce que je veux dire, c'est que si j'emploie le mot quand dans une question, à la fois je marque que c'est une question et puis je porte sur le complément circonstanciel de temps.
d'accord? Ou c'est le complément circonstanciel de lieu. Si je dis qui a fermé la fenêtre, eh bien, vous voyez bien que ce qui, à la fois, il encode la question et puis il montre que la question porte sur le sujet ou l'agent de la phrase. À qui tu vas le donner, ce cadeau, c'est sur le complément d'objet indirect. Vous voyez, donc à chaque fois, c'est ce qu'on appelle un constituant, c'est-à-dire un syntagme qui peut être le complément circonstanciel, qui peut être le sujet, etc. Eh bien, les questions ouvertes, les questions qui portent sur un constituant précis comme ça, eh bien, elles vont interroger sur un des éléments grammaticaux de la phrase. Comment on le marque? Donc, en général, on le marque par un mot, hein, un mot interrogatif, qui, quand, où, pourquoi, etc. Et en plus d'avoir ce mot dans la phrase, il y a beaucoup de langues qui imposent un changement d'ordre des mots. D'accord? On connaît un peu ça en français, dans certaines variétés du français. C'est-à-dire, je peux dire tu viens d'où et toi tu viens d'où. Là, il n'y a pas de déplacement de mots interrogatifs. Tu viens d'où? C'est le mot interrogatif d'où. Il se place dans la phrase exactement au même endroit que comment dire, le constituant qu'il remplace. Donc, je peux dire je viens de Nouméa, d'accord? Je viens de Londres ou je viens de la banque, d'accord? Tu viens d'où? Je viens de la banque. Et il est placé après le verbe, etc. Donc, en français oral, quand on dit tu viens d'où, il n'y a pas de déplacement. Mais comme vous le savez, en français soutenu, ou même à la limite, là c'est un français assez standard, si je peux dire d'où tu viens, ben, d'où tu viens comme ça, donc même en français oral on dit ça, d'accord? D'où tu viens. Quand vous marquez le mot interrogatif, il est placé en début de mot, pas du tout à l'endroit où on aurait normalement le constituant affirmatif. Si quelqu'un me demande d'où tu viens, je ne vais pas répondre de la banque je viens. D'accord? On va dire je viens de la banque. Autrement dit, il y a eu un déplacement du mot interrogatif et le déplacement, il est toujours vers le début de l'énoncé. D'accord? Non seulement il est toujours en français, mais en fait, c'est un phénomène assez fréquent dans le monde. On va voir une carte dans quelques secondes. Et c'est un phénomène syntaxique qu'on appelle le déplacement. Alors en français, on le voit parfois nommé déplacement QU. Pourquoi Q? Parce que beaucoup de mots interrogatifs, qui, quoi, quand, etc., comportent cette consonne QU. Et en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais, en fait, c'est la traduction française, déplacement QU, de ce qu'on appelle traditionnellement, WH movement. WH movement, vous voyez, WH, c'est what, who, where, when, etc. Donc, WH veut dire le mot interrogatif, d'accord? Donc ça c'est un terme en fait qui vient de la grammaire générative de Chomsky et tout, parce que la grammaire générative a énormément étudié cette question du mouvement du mot interrogatif, du déplacement si vous voulez, au lieu d'être dans à la place normale du constituant, par exemple du complément de lieu, etc., il se déplace au début de la phrase. Et ça, c'est pas forcément dans toutes les langues du monde, on est d'accord. C'est-à-dire, eh bien, dans certaines langues, on a une règle de WH movement, d'accord. Donc, par exemple, en anglais, c'est obligatoire. C'est pas un hasard que la grammaire générative s'est intéressée à cette question parce que malheureusement, enfin bon, historiquement, très souvent, la grammaire générative ne s'est intéressée à peu près que aux phénomènes qui existent en anglais et pas tellement dans les autres langues du monde. C'est un peu dommage, mais bon, ils sont en train de corriger le tir là-dessus. Mais en anglais, effectivement, on ne peut pas dire « you're coming from where ». D'accord? Il y a peut-être des variétés, des dialectes, etc. On pourrait dire « you're coming from where », mais l'anglais standard, vraiment, impose de tirer le mot interrogatif jusqu'au début de la phrase. Donc, « where are you coming from ». Vous voyez, même avec la préposition « from », qui, elle, reste en place, d'accord? Where are you coming from? Le from reste à droite, mais c'est where qui se déplace à gauche, d'accord? En français, ça existe aussi, puisqu'on peut dire d'où tu viens, mais d'une part, vous remarquez qu'on dit d'où tu viens, on ne dit pas où tu viens de, d'accord? Qui serait exactement parallèle à l'anglais. En français, on peut dire d'où tu viens, mais on peut assez librement dire tu viens d'où. De même,
pour what, d'accord? What do you want? On va dire en français, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux avec déplacement vers la gauche et une forme assez particulière euh, du mot interrogatif qui porte sur les inanimés, puisqu'en français, on ne peut pas dire quoi tu veux. En français moderne, en ancien français, on pouvait à peu près dire ça, d'accord? On disait que veux-tu en fait, hein? Que veux-tu, c'est le que au début de la phrase. Mais en français moderne, standard, on dit plus tellement que veux-tu, on dit qu'est-ce que tu veux, comme s'il y avait cet interrogatif est-ce que qu'on a vu plus haut qui se collait à que au point de devenir qu'est-ce que comme presque en un seul mot. D'accord? Et il correspond à une variante libre, si vous voulez, de qu'est-ce que tu veux, c'est tu veux quoi? Ou ça c'est assez familier, tu veux, mais tu veux quoi en fait? D'accord? Mais vous remarquez que la deuxième variante, tu veux quoi? Et il a ce mot interrogatif qui se trouve en placé au même endroit que là où l'objet, le complément d'objet direct se trouve normalement, c'est-à-dire à droite du verbe. C'est ce qu'on appelle dans ce cas-là in situ. En latin, in situ veut dire dans le site, sur le site, c'est-à-dire exactement à l'endroit où normalement on aurait le complément ou le constituant, disons, affirmatif. D'accord? Alors, il y a des langues qui se comportent comme l'anglais en imposant WH movement, un déplacement en Q, d'accord? Et puis, d'autres langues, comme le chinois et la plupart des langues océaniennes, ce sont des langues qu'on appelle in situ, c'est-à-dire qui fonctionnent comme le français oral, où eh bien, le mot interrogatif, lui, il se situe simplement, il se place sur le site, hein, in situ, au même site que là où se trouverait normalement le constituant affirmatif. D'accord? Dans le même site syntaxique que le constituant qu'il remplace. Alors, je prends un exemple ici en futunien. D'accord? Si je demande où vas-tu, eh bien, on dit kakeau kifea, kakeau kifea. Et avec kifea, qui c'est la marque d'oblique et de direction, et fea, c'est où, d'accord? Et kakeau kifea, vous voyez que le mot interrogatif où n'est pas déplacé en début d'énoncé, d'accord? Et si je prends un exemple du Vanuatu en langue Hiu, si je demande pourquoi pleures-tu, Ikevewar Ugna, Ikevewar Ugna, d'accord? Et on n'a pas normalement, on peut l'avoir d'ailleurs, mais on n'a pas normalement un déplacement à gauche. Alors, je vous avais promis une carte, voici justement une carte de ce phénomène assez intéressant qui s'appelle qu'on appelle en français le déplacement QU. À vrai dire, je le connais plutôt sous sa version anglaise WH Movement, d'accord? Et vous voyez que le monde ici, là, on peut le diviser en essentiellement deux grands. Bon, il y a trois catégories, mais c'est essentiellement deux grandes catégories, rouge et bleu ici, pardon. Et avec en rouge, ce sont les langues qui ont ce mouvement, ce WH movement. Alors en Europe, on a une grande majorité de langues comme l'anglais, si vous voulez, qui imposent le déplacement du mot interrogatif au début d'énoncé. Where are you going? You know, what do you want? Etc. On a ça, donc c'est assez typique de l'Europe, mais aussi des langues australiennes, comme on voit sur la carte, des langues australiennes, aborigènes d'Australie. Elles ont beaucoup cette structure-là. Des langues des Philippines ont ça, et aussi les langues des Indiens d'Amérique, d'accord, Amérique centrale, le Mexique, etc., énormément, les langues de Californie, les langues d'Amazonie, la grande majorité des langues amérindiennes, elles ont cette règle du WH movement. D'accord? Comme vous voyez, c'est à peu près 30% des langues qui sont en rouge dans cet échantillon. Et les deux tiers, d'accord? Un tiers des langues du monde sont en rouge et deux tiers sont en bleu, c'est-à-dire elles sont plutôt in situ. Et comme vous voyez dans les langues du Pacifique, la plupart, on a un point de rouge là. Ce serait intéressant de savoir quelle langue c'est. Mais en tout cas, la plupart des langues du Pacifique, les langues austronésiennes comme les langues kanak ou du Vanuatu, elles sont plutôt des langues in situ, c'est-à-dire voilà, qui n'ont pas la règle du WH movement. Encore quelques mots sur l'interrogation.
parce que ça peut être quand même, enfin, il y a des petits phénomènes intéressants. Donc, il y a des mots interrogatifs à propos des questions donc ouvertes. Il y a des mots interrogatifs qui sont plutôt universels, hein. Je crois que toutes les langues que je connais ont, on va retrouver dans la plupart des langues des mots interrogatifs comme qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, d'accord? Je crois qu'il y a certaines langues où qui et quoi sont marqués par la même forme, mais la plupart vont distinguer entre animé et inanimé, hein, parce que qui c'est animé et quoi c'est inanimé. Euh, et puis on a où, quand, comment, pourquoi. Il y en a d'autres, hein, je ne les ai pas tous mis là. OK. Il y a des langues, alors dans le Pacifique, on a souvent ça, j'ai remarqué, des interrogatifs qui sont typologiquement plus rares. Par exemple, il y a des langues qui distinguent le quand du passé et le quand futur. Je ne sais pas si on a ça en Calédonie, euh, dans les langues kanak, mais par exemple, le Teanu, c'est Teanu, je vous en ai déjà parlé, langue parlée à Vanikoro dans les îles Salomon, dont je viens de terminer un dictionnaire, d'accord? Eh bien, c'est carrément deux mots différents pour dire quand passé, par exemple, ils sont venus quand? Une question. Ils sont venus quand? C'est penanga quand c'est dans le passé. Lika penanga. Alors que si je pose cette question au futur, quand est-ce qu'ils vont venir? C'est minga. C'est carrément un autre mot. Minga. Il y a euh, deux interrogatifs quand. Dans d'autres langues que je connais, on va reconnaître que c'est le même radical. D'ailleurs, peut-être que le nga ici, qui est en commun, au départ, c'est le même radical, mais il y a des langues où on va avoir plutôt un préfixe différent entre quand passé et quand futur. Et un exemple, il y en a peut-être d'autres exemples, mais un exemple d'interrogatif très original, à vrai dire, puisque je l'ai rencontré en MOTLAP et dans aucune des langues à côté, d'accord, ou très peu, et je connais aucune autre langue qui a ça, c'est un interrogatif de parenté, spécialement de parenté. On sait que dans les langues océaniennes, la parenté, les relations de parenté sont très importantes, jouent un rôle social central. Eh bien, il y a carrément un interrogatif spécial, d'accord, c'est-à-dire iphe, le radical iphe, dans cette langue motlap, c'est par exemple une phrase comme Lola iphe. Lola, en français, on pourrait traduire Lola, c'est à quoi? Alors, c'est un peu du charabia en français, mais ça veut dire Lola, elle est quoi pour toi? C'est ta tante ou c'est ta cousine ou c'est ta sœur, sœur, disons, au sens océanien, bien sûr, qui peut être cousine, en fait, etc. Et c'est ta grand-mère et tout. Donc, Lola, c'est à quoi? Parce qu'en général, deux individus, dans n'importe quels deux individus, ont une relation de parenté dans la société mélanésienne du Vanuatu, et je pense que ça doit être pareil en Nouvelle-Calédonie, c'est pareil en Australie. Donc, c'est rare qu'on soit des étrangers complètement, à moins de venir vraiment d'une autre île ou d'un autre pays. En général, on est toujours soit on a une relation de cousin, d'oncle, de frère classificatoire, etc. Le mot classificatoire est utilisé en anthropologie. En tout cas, voilà, on a cet interrogatif de parenté qui pose la question, quelle est la relation de parenté entre toi et elle? C'est intéressant. OK. Et puis quelque chose qu'on retrouve dans les langues océaniennes et qui m'intéresse, enfin que je trouve intéressant et qui est parce que c'est rare dans le monde, mais ce sont les verbes interrogatifs. Vous avez remarqué que qui, quoi, où, quand, etc. Ce sont toujours des interrogatifs qui portent sur un constituant qui n'est pas le verbe et qui est toujours soit le sujet, le complément d'objet indirect, le complément circonstanciel de temps, de lieu, etc. D'accord? C'est jamais le verbe. Et si on demande qu'est-ce que tu fais ou tu fais quoi, vous avez remarqué qu'on a le verbe faire et on va interroger, on va utiliser le complément d'objet direct quoi, inanimé, d'accord, pour poser la question. Qu'est-ce que tu fais? D'accord? Et en fait, qu'est-ce que tu fais? Ça peut être je te vois faire quelque chose. Par exemple, tu es en train de faire un gâteau, enfin, tu es en train de cuisiner, mais je te demande c'est quoi que tu es en train de faire? D'accord? Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer comme objet? C'est la même tournure que pour poser la question qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans l'abstrait, c'est-à-dire what are you doing? La différence, autrement dit, je suis en train de dire que en anglais, on aurait la différence entre what are you making and what are you doing? D'accord? Mais en français, on l'exprime de la même manière. OK? Donc, on n'a pas de verbe interrogatif dans les langues européennes.
D'accord? Sauf, il y a une langue intéressante, c'est la langue des signes, puisque j'ai appris aussi la LSF, la langue des signes française. Eh bien, dans certaines langues des signes, notamment la LSF, eh bien, on a un verbe faire quoi, qui est donc un signe qui est très différent du verbe faire. Faire, c'est normalement un point comme ça, d'accord? C'est faire. Et puis, et alors que faire quoi, c'est les deux pouces qui se touchent comme ça. Donc ça, c'est un verbe particulier en LSF qu'on peut appeler un verbe interrogatif. Et dans les langues parlées, c'est assez rare dans le monde, mais il y en a. Il y a des langues du monde qui ont des verbes interrogatifs. D'accord? Il y a un article de Claude Agege sur cette question, 2008, je crois. Et en Océanie, c'est assez fréquent. Il y a des langues océaniennes que je connais qui ont un verbe interrogatif, c'est déjà pas mal, d'accord, qui pose la question faire quoi ou qu'est-ce qui se passe, etc. Et alors carrément le théano dont j'ai parlé il y a 5 minutes, même au-dessus là, eh bien, il a 3 verbes interrogatifs. Un verbe kae, un autre mikae, un troisième ve, qui respectivement veulent dire faire comment, faire quoi et être pourquoi. D'accord? Eh bien, ce sont des verbes à chaque fois. Et le verbe akae, a c'est le préfixe de deuxième personne. Akae, c'est comment tu as fait. D'accord? Akae. Et amikae, c'est tu fais quoi? Amikae, tu fais quoi? Et puis, ive, par exemple, le troisième singulier, c'est pourquoi. Autrement dit, en français, ça correspondrait à pourquoi. Mais là, c'est un verbe. J'ai un exemple en futunien ici. Comment se déroule le travail? Comment se déroule le travail? Eh bien, c'est un verbe fait acquis qu'on peut traduire par être comment. C'est un verbe interrogatif avec, et comme tous les verbes, sa marque de passé, d'accord, de temps, aspect, mode, et son sujet. Et donc, les fai olengaoi peut-être, les fai olengaoi, le faire du travail, c'est-à-dire l'accomplissement du travail, est fait acquis. Il est comment? Avec un verbe interrogatif. Et on a ça en Nouvelle-Calédonie aussi, des verbes interrogatifs. Vous avez peut-être ça dans votre langue. Par exemple, en Kharantu, à Kanala, n'est-ce pas? Eh bien, si je demande pourquoi est-ce qu'ils iront à Naketi demain, c'est une phrase que Claire Moïse m'a soufflé, d'accord? Pourquoi iront-ils à Naketi demain? C'est Riwinje Rine Fetire Nekete Are, d'accord? Eh bien, vous voyez que là aussi, c'est un verbe qui a son sujet. Riwinje, littéralement, c'est ils sont pourquoi qu'ils sont allés, qu'ils iront. Ils sont pourquoi qu'ils vont à Nakete demain, d'accord? Et avec le verbe qui prend son sujet, comme le mot pourquoi prend un sujet, si vous voulez, comme si c'était un verbe. Donc, c'est vraiment un cas intéressant dans les langues océaniennes. Ce serait d'ailleurs un bon exercice à vous de réfléchir dans les langues océaniennes que vous connaissez, si vous avez des verbes interrogatifs. On vient de voir l'interrogation. Je ne vais pas aller dans les détails à propos de la négation, mais quand même, on a une belle carte ici de Matthew Dreyer qui s'appelle Negative Morphemes, avec toutes plein de couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est quand même intéressant de voir une grande variété dans les langues du monde, d'accord, sur les types de marques négatives, d'accord. Et là aussi, ce serait intéressant de voir comment est marquée la négation dans les langues que vous connaissez, les langues kanak par exemple. Est-ce que c'est un affixe négatif? Vous connaissez le mot affixe, c'est-à-dire soit préfixe, soit suffixe. D'accord? Est-ce que c'est un affixe négatif? Par exemple, il y a des langues qui ont un préfixe verbal qui marque la négation, par exemple. D'accord? Parfois, c'est une particule, c'est-à-dire il n'est pas collé au mot, mais c'est un mot un peu séparé. Parfois, c'est un verbe négatif. La négation est marquée par carrément un verbe négatif qui veut dire ne pas faire. Un peu comme don't en anglais. Sauf don't, on sait que ça vient de do, mais imaginez une langue qui aurait un mot spécial qui marquerait la négation. Il y a ça en tahitien, en fait. Hein. En tahitien, ils ne l'ont pas encodé peut-être de la bonne couleur ici, mais le tahitien, il a vraiment un verbe plusieurs d'ailleurs, il a des verbes auxiliaires négatifs. Et puis en violet, bon, c'est des variations, c'est des cas un peu rares. Et puis la double négation en jaune. La double négation, c'est comme ne pas.
d'ailleurs, j'aime pas le mot double négation, parce qu'il y a ne pas, on fait rien en double, mais simplement, il y a deux morphèmes qui sont discontinus, et ça, c'est assez fréquent. Alors, si on regarde si on regarde les chiffres ici, on voit que c'est vraiment la double négation, c'est pas négligeable, c'est 10% des langues du monde, d'après cet échantillon, qui ont des doubles négations comme ne pas. On a ça chez les Esquimaux, enfin en Alaska, on a ça dans certaines langues d'Amérique du Nord, on a pas mal de langues d'Afrique et des langues bantoues qui ont la double négation, et on a le français, d'accord, qui ont la double négation ne pas. En tout cas, le français, disons, soutenu, puisque comme vous savez qu'en français oral, le ne, souvent on n'entend pas, donc ça devient presque une particule qui est en bleu. Donc je pense que le français sur cette carte est indiqué en bleu, et le jaune, c'est du breton. Et donc, les deux cas les plus fréquents, c'est affixe sur le verbe, donc suffixe ou préfixe, et puis une particule négative. Et un gros plan sur l'Océanie nous montre encore une grande variété. Chez les Papous, une dominance du bleu, c'est-à-dire des particules négatives, mais aussi des affixes. Et au Vanuatu, au Vanuatu, on a pas mal de jaune, donc double négation. Je suis en train d'ailleurs de publier un article sur la négation en Doriu, qui est une des langues des Banks, où je montre qu'elle a effectivement des négations complexes, des négations comme ne pas, mais carrément, elle en a beaucoup, parce qu'elle a une négation bipartite comme ça. On appelle ça parfois négation bipartite ou morphème discontinu, d'accord. Et elle en a les langues que j'étudie, une négation discontinue pour le passé, une autre pour le futur, une autre pour le potentiel, une autre pour l'existentiel, etc., en fonction des différents types d'énoncés qui sont justement le sujet de nos discussions aujourd'hui. Donc, on voit beaucoup de jaune au Vanuatu, beaucoup de négations discontinues. En Calédonie, apparemment, c'est la zone grise, ce que Matthew Dreyer n'a pas réussi vraiment à décider, ou peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment de critères simples qui permettent de décider s'il s'agit de verbes ou de particules. En gros, j'ai l'impression plutôt que le travail pour la Nouvelle-Calédonie n'a pas forcément été fait, en tout cas par ce linguiste-là, qui a fait un énorme travail par ailleurs, quand on regarde le nombre de langues sur cette carte. En revanche, Nouvelle-Calédonie, ça mérite d'être décrit. Donc, ce sera peut-être votre travail de décrire la négation dans les langues de Calédonie. Alors, on va passer maintenant, vous pouvez faire une pause si vous voulez, et revenir plus tard à cet endroit de la vidéo, parce qu'on va maintenant passer un peu à un autre domaine qui parfois est appelé modalité, comme on vient de voir. On a parlé de la modalité interrogative, d'accord, la modalité exclamative, modalité déclarative, qui était plutôt la modalité à l'échelle de l'ensemble de la phrase, d'accord. Et quand même, je voulais qu'on prenne un peu le temps de parler des modes. Non pas la mode, bien sûr, mais le mode verbal. Vous connaissez le mot mode par la grammaire française, où on parle de mode indicatif, subjonctif, etc. Et eh bien, on a, en fait, voilà, en typologie linguistique, on a également l'observation de différents modes qui sont plutôt typiquement associés à des verbes, à des prédicats verbaux. Et peut-être ce que je voulais, la raison pour laquelle je l'insère ici aussi aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'exemples, quand on va parler des relations actentielles, comme la dernière séance, on va souvent prendre des exemples simples au passé, d'accord? Les chats ont mangé mon déjeuner, j'ai acheté du riz, etc. On ne va pas aller dans les complications du point de vue modal. On va rester toujours avec des énoncés affirmatifs qui se passent au passé ou au présent, ce qu'on appelle le mode réaliste. Et on ne va pas chercher les complications. Mais en fait, quand même, ça mérite, c'est important de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres modalités possibles. D'accord ? Il y a le réaliste qui s'oppose en général au domaine irréaliste. Réaliste, hein, ça vient de réalité, donc c'est l'idée des événements réels qui ont eu lieu dans le passé ou le présent, alors qui ont lieu ou qui n'ont pas eu lieu par la négation, mais en tout cas, on parle d'ancrage temporel sur du temps réaliste, donc du temps passé ou présent, qui est observable, sur lesquels on peut ajouter une valeur de vérité. C'est-à-dire, si je dis j'ai acheté la baguette de pain, soit je dis la vérité, soit je mens.
mais il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. On est dans un domaine passé, présent, où on peut vérifier les choses, si vous voulez. Soit le meurtre a eu lieu, ou l'achat de la baguette a eu lieu, soit il n'a pas eu lieu. Alors que si je dis j'aimerais bien acheter une baguette de pain, là, il n'y a plus de valeur de vérité. On ne sait pas si la baguette, elle est achetée, elle n'est pas achetée, etc. Parce qu'on se projette dans l'avenir. Ce n'est pas du tout pareil. Et là, c'est ce qu'on appelle le domaine irréaliste. Alors, je vous mets quand même le mot modalité pour que vous sachiez que dans certains ouvrages, certains articles, etc., certains auteurs appellent les modalités, vont employer le mot modalité ici, ou en anglais modality, d'accord, mais en même temps, je rappelle que c'est quand même mieux de distinguer entre la modalité d'énoncé qu'on a vu tout au début, affirmatif, interrogatif, etc. C'est différent du mode ou de la modalité interne, si vous voulez, du verbe. Évidemment, on peut combiner les deux. Si je dis est-ce que tu voudrais acheter du pain, à la fois j'ai une modalité d'énoncé qui est interrogative, et en même temps, je pose une question sur ta volonté, sur le futur, etc. Donc, voilà. Alors, on a plein de différents modes irréalistes et je vais vous en citer quelques-uns aujourd'hui, mais en fait, c'est ouvert, la liste est ouverte et ça dépend surtout des systèmes grammaticaux des langues. On a l'impératif, bien sûr, qui est la modalité du verbe lorsqu'on donne un ordre, d'accord? Donc, je peux dire va-t'en ou bien reviens. C'est l'impératif. Toujours dans le domaine un peu de l'impératif ou plutôt de la modalité d'énoncé injonctive, on a des modes un peu différents. Par exemple, ce qu'on appelle hortatif. Hortatif, c'est la même origine que le mot exhortation. Quand on exhorte, vous savez, exhorter, c'est quand, en général, on s'adresse à un groupe de gens. Donc, le général qui s'adresse à ses généraux, à ses soldats, dans les textes latins, par exemple, d'accord? Allons-y, ou bien comment dire, combattons face à l'ennemi, etc. C'est ce qu'on appelle un hortatif. En tout cas, c'est l'origine comme ça, liée à exhortation. Et du point de vue grammatical, quelle est la différence entre un impératif et un hortatif? D'accord? C'est que typiquement, impératif, c'est à la deuxième personne, du singulier ou du pluriel. D'accord? Va-t'en ou allez-vous-en, c'est un impératif. Mais si je dis allons-nous-en, on peut parfois appeler ça un impératif simplement à la première personne du pluriel, hein, un impératif, mais c'est un peu un sens différent. Ce n'est pas que je donne un ordre, c'est que je nous exhorte à partir. C'est une sorte de conseil, de suggestion, de tout ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle un hortatif. Donc, grammaticalement, quand c'est à la deuxième personne du singulier ou du pluriel, on appelle ça un impératif. Quand c'est à la première personne du pluriel ou à la troisième personne, c'est-à-dire quand ce n'est pas à la deuxième personne, on appelle ça un hortatif. D'accord? Donc, allons-nous-en, c'est un hortatif. Je nous exhorte à partir. En anglais, on a une marque spéciale de l'hortatif, c'est let's go. Let's go. D'accord? C'est let's. L-E-T apostrophe S. Ça, c'est une marque de l'hortatif qui n'existe pas à l'impératif. D'accord? L'anglais marque assez bien la différence entre impératif et hortatif. Et à la troisième personne, qui vienne me voir, d'accord? Il n'est pas content, qui vienne me voir. C'est une marque d'hortatif à la troisième personne qui viennent me voir. En anglais, on pourrait dire let him come. Let him come and ask me. D'accord? Let him. Et le let, c'est la même origine que le let's. D'accord? Let's, ça vient de let us. Hein, vous savez, let's go, c'est let us go. Littéralement, laisse-nous aller. Mais en fait, c'est devenu la marque de l'hortatif. Un peu encore dans le domaine injonctif, si on veut, ou en tout cas du domaine irréaliste, c'est un mode qu'on appelle optatif. En latin, optare, ça veut dire souhaiter. Hein, c'est la même origine que option. Quand on vous demande quelles sont vos options, c'est les souhaits. Donc, optatif, c'est lorsqu'on fait un vœu ou un souhait. Alors, si je dis vive le roi, d'accord, c'est une marque du verbe. En fait, ça vient de vivre. Quand on dit vivre, c'est une sorte d'exclamatif comme ça, mais au départ, c'est le verbe vivre, au subjonctif, en principe, d'accord. Il vit, c'est l'indicatif, et qu'il vive, c'est le subjonctif. Et ici, c'est un subjonctif à valeur optative, c'est-à-dire je veux que vive le roi, d'accord. Mais aussi, je peux dire passe de bonnes vacances. Passe de bonnes vacances, c'est le verbe passer à l'impératif. Alors en français, on peut considérer que c'est juste un impératif. On n'a pas besoin de préciser que c'est un optatif parce que grammaticalement, il n'y a pas de différence entre passe-moi le sel et passe de bonnes vacances. Mais il y a des langues, par exemple en grec ancien,
ou en sanskrit, d'accord, où il y a une forme spéciale pour l'optatif. C'est un mode ça se conjugue différemment qu'un impératif, d'accord. Et en français, si je dis « si seulement c'était vrai », d'accord, eh bien, il y a le verbe être vrai. Là, il est conjugué avec un imparfait, si vous voulez, mais cette forme « si seulement », c'est aussi, on peut dire, une marque d'optatif. D'accord. C'est le « si seulement c'était vrai », c'est l'expression d'un souhait. D'accord. Donc, voilà, il y a des langues qui ont des optatifs. Le sanskrit, il est même encore plus étonnant parce qu'il en a deux. Il a l'optatif et quelque chose qu'on appelle le bénédictif. Donc, si c'est un optatif qui dit quelque chose de très positif à la personne à qui on parle, comme une bénédiction, eh bien, on appelle ça le mode bénédictif qui se conjugue encore différemment. Donc passe de bonnes vacances, ce serait un bénédictif. Alors que si seulement c'était vrai, ce serait un optatif. Vous voyez, il y a des langues, comme le sanskrit dans cet exemple, qui vont assez loin dans le raffinement des différentes modalités. En l'occurrence, en français, on n'a pas vraiment ces modes qui sont grammaticalisés. On a vu un peu déjà tout à l'heure que la négation de l'impératif, c'est le prohibitif, en France, qui marque la défense ou l'interdiction. Ne bois pas ça, ne pleure pas. C'est le prohibitif. Dans certaines langues comme le français, c'est juste la combinaison impératif plus négation, mais il y a des langues qui ont une marque spéciale, et beaucoup de langues océaniennes, elles ne peuvent pas combiner l'impératif avec la négation, elles ont une marque spéciale pour le prohibitif. Le futur, en fait, en général, enfin, disons, grammaire traditionnelle du français, on considère le futur comme un temps. On dit le temps futur pour le mode indicatif. Bon, ça, c'est vraiment dans la grammaire classique du français. Mais la vérité, c'est que le futur, ce n'est pas vraiment un temps, c'est plutôt une des modalités. De même qu'il y a la modalité, enfin, une des modalités irréalistes. Donc, à l'intérieur du domaine irréaliste, d'accord, eh bien, je peux envisager une action sous le mode de l'ordre. Je te donne l'ordre de partir, je te donne l'ordre de manger, etc. Ou prohibitif, je t'interdis de manger. Je peux envisager un événement virtuel comme sous le mode du souhait, ça c'est l'optatif, d'accord, de l'espoir ou le souhait. Et puis le futur, en fait, c'est aussi une sorte de modalité qui implique une visée. Non pas forcément une visée du type ordre ou souhait, mais le futur, c'est quand même, il implique un acte de langage en général. Si je te dis « je te le rendrai », il y a une promesse derrière, d'accord? Donc, c'est un acte de langage de type promesse. Et ça, c'est quand même modal. Donc, très souvent, on va voir des articles ou des ouvrages qui expliquent que le futur, dans toutes les langues du monde, y compris en français, c'est pas juste un temps de description, parce qu'on peut pas décrire un événement futur, d'accord? C'est pas du tout la même chose que si je raconte une histoire passée ou un événement qui a eu lieu. Le futur, il a toujours une valeur modale. C'est ça qu'on va dire souvent. Et valeur modale, ça veut dire qu'il implique une visée. On ne dit pas juste comme si c'était un fait, eh bien, comment dire, je te rendrai le livre, d'accord, comme si c'était un fait simplement placé temporellement dans la chronologie du futur. Non, c'est pas ça. Je te le rendrai, c'est un acte de langage qui est la promesse ou qui est la prédiction. Par exemple, si je dis lui, il sera président, eh bien, on est dans l'ordre de la prédiction. On peut dire que la prédiction, c'est un type d'acte de langage. Je te prédis qu'un jour, il sera président. D'accord? Ce n'est pas du tout un fait, on n'est pas du tout dans le domaine des faits, on n'est pas dans le réalisme, on est dans l'irréalisme. Donc, il y a une visée qui peut être type promesse, prédiction, et le futur, comme ça, implique plusieurs types. Je ne les ai pas tous mis là, on peut réfléchir aux différents sens du futur en français, et ensuite, les langues vont avoir différents usages du futur. Bon. Le potentiel, il y a des langues qui ont un mode spécial pour le potentiel, d'accord? Dans les langues, par exemple, au nord du Vanuatu, en tout cas, il y a un mode spécial, une particule spéciale qui marque le mode potentiel. En français, on utilise le verbe pouvoir, enfin, ou le verbe, ou ce qu'on appellerait dans ce cas-là l'auxiliaire pouvoir, d'accord? Elle peut partir. Elle peut partir. La négation, elle ne peut pas partir. C'est un potentiel négatif, d'accord? Donc,
Dans la grammaire traditionnelle française, on va juste dire que c'est un verbe à l'indicatif, quoi. C'est le verbe pouvoir à l'indicatif. Mais en réalité, dans beaucoup de langues, c'est un mode spécial du verbe marqué tel quel, qui est le mode potentiel. Et un peu parallèle à cet exemple, c'est le déontique. Cette fois-ci, le français, il a un auxiliaire devoir. Si je dis, franchement, il devrait la prévenir. Il devrait la prévenir. On peut appeler ça le verbe devoir. En fait, c'est l'auxiliaire devoir. Et c'est ce qu'on appelle la modalité déontique. D'accord? C'est-à-dire l'action de prévenir. Je pense que, enfin, moi, locuteur, j'exerce une sorte de visée, on appelle ça, qui est que il devrait la prévenir, donc il devrait prévenir sa mère quand même de tel événement. Eh bien, moi, je pense que ça devrait avoir lieu. D'accord? Je donne pour des raisons morales ou des raisons diverses, j'exprime la visée comme cette action comme devant avoir lieu, voilà, comme étant nécessaire ou légitime. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle le mode déontique, ça vient du grec dein, qui veut dire devoir. Il devrait la prévenir. Alors, vous notez la nuance entre, en français, il devrait la prévenir et il aurait dû te prévenir. D'accord? Oui, il devrait te prévenir, il aurait dû te prévenir. Il aurait dû, on est dans le regret. D'accord? C'est un déontique dans le passé, si on veut, mais en fait, c'est le regret ou ce qu'on appelle parfois le contrefactuel. Il aurait dû te prévenir. D'accord? Ça veut dire c'est trop tard, quoi. Il aurait dû te prévenir. Alors qu'il devrait prévenir sa mère, ce n'est pas trop tard, il peut encore le faire. D'accord? Bon, ça, c'est des nuances, je ne rentre pas dans les détails, mais à chaque fois, chaque énoncé est toujours passionnant à analyser du point de vue des nuances sémantiques. Et comme vous voyez dans cette diapo, le domaine réaliste n'est pas très intéressant. On n'a rien à dire. C'est des faits où j'affirme que j'ai acheté la baguette ou je n'ai pas acheté. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Alors que le mode irréaliste, c'est pas le mode irréaliste, mais disons le domaine sémantique de l'irréaliste, il est passionnant. Il y a énormément de sens, j'en ai donné que quelques-uns, entre la promesse, la possibilité, ce qui est nécessaire, le devoir, ce que j'espère, ce que j'encourage quelqu'un à faire, etc. Eh bien, ce sont les différents modes de l'irréalisme. Le subjonctif, alors c'est pas toutes les langues qui ont un subjonctif, c'est sûr que dans les langues en français et dans certaines langues européennes, on a un subjonctif, l'anglais n'en a plus, autrefois il y en avait. Alors souvent, subjonctif, c'est l'idée de subordination en fait. C'est un mode qui est réservé à des verbes dépendants, des verbes subordonnés qui dépendent de visée. Par exemple, tu viennes, en français, on ne va pas employer le subjonctif en général dans des phrases comment dire, des phrases principales, des propositions principales, d'accord? Tu viennes, c'est pas vraiment bien formé en français. En revanche, si je dis il faudrait que tu viennes, d'accord? Le verbe principal, c'est faudrait, il marque le déontique. Et tu viennes, il est conjugué à un mode spécial qui n'existe que dans les subordonnées dépendantes. D'ailleurs, quand on apprend les verbes subjonctifs, souvent on apprend que je vienne, que tu viennes, ce qui prouve qu'il y a ce que là, hein, qui montre la dépendance. Je crois que dans le Becherel, c'est comme ça. Il faudrait que tu viennes ou je veux que tu lui dises. C'est la marque du subjonctif en français et c'est un mode qui est réservé à des actions, enfin plutôt des contenus propositionnels qui sont projetés dans l'avenir, disons dans le mode irréaliste, d'accord, qui sont potentiels. Je veux que tu lui dises, ça veut dire que l'action de dire n'a pas eu lieu, mais je veux, il y a la visée de ma volonté qui est que je veux que toi, tu ailles lui dire. C'est ce qui est marqué en français en subjonctif. Alors, j'ai écrit un article sur le subjonctif dans 2 langues du Vanuatu, ce qui a étonné certains de mes collègues qui se disaient non, mais subjonctif, normalement, c'est que dans les langues européennes. Mais en fait, il n'y a aucune raison d'imaginer que le subjonctif soit que dans les langues européennes. Et si on a un mode, si on trouve une langue du Pacifique ou de n'importe où il y a un mode verbal spécial pour les verbes subordonnés qui dépendent de visée, alors il n'y a aucune raison de ne pas l'appeler subjonctif. Bon, souvent, on va l'appeler irréaliste d'une manière un peu vague, mais en l'occurrence, dans les langues des Torres que je décrivais, eh bien, c'était vraiment l'équivalent d'un subjonctif. On a aussi un conditionnel, ça aussi c'est bien connu en français, et d'ailleurs je ne connais pas tellement en dehors des langues d'Europe. C'est un mode réservé
aux phrases hypothétiques, aux phrases conditionnelles, plutôt dans l'apodose. Vous savez que les phrases conditionnelles, c'est protase, apodose. Si tu viens, je serai content. Si tu viens, c'est la protase. Et je serai content, c'est l'apodose. Donc, si tu m'avais appelé, je serais venu, c'est un conditionnel ici, non pas dans la protase, mais dans l'apodose. C'est la conséquence du si. Et là où, encore une fois, si tu m'avais appelé, je serais venu, on se projette dans un monde virtuel, non pas dans le monde réel de qui est venu, qui n'est pas venu, mais dans un monde imaginaire, en l'occurrence, ce qu'on appelle un contrefactuel, parce que si tu m'avais appelé, c'est trop tard. Un contrefactuel, souvent, c'est l'idée de trop tard ou impossible. Si j'étais riche, j'aurais un, ou si je l'avais su, tout ça, c'est des contrefactuels qui, évidemment, qui s'opposent aux factuels. Okay, et puis, un dernier exemple de mode, il y en a encore d'autres, hein, je ne les ai pas tous mis, mais un dernier exemple qui nous intéresse parce qu'on le trouve dans certaines langues du Pacifique, c'est ce qu'on appelle parfois le mode appréhensif. Comme vous le comprenez, c'est un mode qui exprime la crainte. Donc, en français, ce serait un peu l'équivalent de « tu risquerais de tomber » ou « tu risquerais de tomber malade », d'accord ? Tu risquerais de tomber. Alors, en français, on pourrait dire, bah, c'est juste le verbe risquer et avec son complément. Mais mais en motlap, par exemple, au Vanuatu, on va prendre le mot tomber et il y aura une marque, un morphème spécial pour dire risquer de. Ou bien, c'est difficile à traduire en fait, c'est le mode appréhensif, d'accord ? J'en ai un exemple ici, à droite de l'écran, c'est tu risquerais de tomber malade, toi être malade et marque d'appréhensif, d'accord ? Comme si on disait tu tomberais malade, tu serais malade, mais ce n'est pas n'importe quel conditionnel, c'est vraiment sous la notion de crainte. Tu risquerais de tomber malade, et il y a toujours un sous-entendu, ça aussi je suis en train d'écrire un article sur l'appréhensif en MOTLAP, qui est sous-entendu, c'est il faut faire une certaine action pour ne pas tomber malade, d'accord ? Donc tu risquerais de tomber malade si tu bois ce liquide, ou bien tu risquerais de tomber malade si tu te baignes dans l'eau froide. Donc, sous-entendu, ne te baigne pas dans l'eau froide, n'y va pas, d'accord, etc. Et vous voyez, par exemple, la marque appréhensive, tu risquerais de tomber malade, elle est placée au même endroit, mais elle a un sens différent que ce qui est à gauche de l'écran, qui est la marque d'interdiction, donc qui est tau. Nikto gairaka, c'est ne crie pas. Donc ça, c'est juste une marque de prohibitif. Arrête de crier, ne crie pas. Donc, je te demande de ne pas crier. Tandis que Niktiplerom, d'une certaine manière, je te demande de ne pas être malade, sauf qu'on ne peut pas ordonner à quelqu'un de ne pas tomber malade. D'accord ? Ce n'est pas une action sur laquelle on a un contrôle. Donc, je ne peux pas dire ne tombe pas malade. D'accord ? C'est bizarre en français. À gauche, on a un prohibitif, ne crie pas, ça veut dire arrête de crier, tu m'énerves. OK ? Et à droite, c'est ne fais pas certaines choses parce que ça pourrait risquer de te rendre malade. Ne bois pas ou bien reste à la maison, près du radiateur, ou je ne sais pas, d'accord, près du feu, parce que sinon tu tomberais malade. Voilà. Donc, c'est un mode spécial appréhensif. Enfin, on en arrive à la dernière partie de ce cours qui est assez riche aujourd'hui sur les différents types de phrases. Vous pouvez aussi faire une pause maintenant avant de revenir à cette dernière partie où jusqu'ici, on a parlé des modalités d'énoncé. Ensuite, on a zoomé sur dans le domaine des verbes, les différents types de modes, ce qu'on appelle aussi modalité parfois, mais modalité interne, si vous voulez, qui peut être réaliste ou irréaliste, subjonctif, optatif, etc. Tout ça, ce sont les types de modalités. Le contenu propositionnel, par exemple, acheter du riz. On peut imaginer avec les modalités verbales qu'on dit que je te donne l'ordre d'acheter du riz, que je dis tu aurais dû acheter du riz, d'accord, si on avait au magasin, ben, tu en aurais acheté, etc. Enfin, il y a plein de manières d'envisager la modalité verbale. Et ensuite, ce mode verbal, on peut l'affirmer avec une assertion, on peut poser une question, d'accord, on peut s'exclamer, etc. Voilà, donc vous voyez, on a déjà vu deux niveaux assez différents, d'accord, qui ne sont pas au même niveau, donc, sur les questions des types de phrases. Et puis, le dernier angle sur lequel je voudrais attirer votre attention aujourd'hui, c'est les prédicats non verbaux. Comme je l'ai un peu suggéré déjà, eh bien, ce n'est pas vrai que tous les énoncés des langues du monde ont un verbe en plein milieu, enfin comme prédicat, d'accord.
même si c'est vrai que les descriptions grammaticales, les cours de linguistique, etc., vont très souvent citer comme exemple des phrases verbales déclaratives. Les chats ont mangé tout mon déjeuner, j'ai attrapé froid la semaine dernière, etc. C'est des phrases verbales déclaratives au mode réaliste. Et c'est souvent ça qu'on va retrouver dans les descriptions grammaticales. Ça va être souvent des phrases qui ont toujours le même ordre des mots. En français, ce serait sujet, verbe, objet, SVO. Le temps, aspect, mode va souvent être donc réaliste. Quand on étudie les relations actentielles, la valence, dans la plupart des chapitres d'une grammaire qui s'intéressent aux phrases, on va avoir des phrases verbales, déclaratives. Mais bien entendu, on a aussi d'autres types de phrases et c'est ça que je voudrais qu'on voit ensemble aujourd'hui. Pour finir ce cours, on a des énoncés non verbaux. Alors, en français, c'est plutôt rare, mais ils existent, d'accord? Alors, si je vous dis incendie à Marseille, est-ce que c'est un énoncé? Alors, c'est un énoncé bizarre dans le sens que ce n'est pas un énoncé tellement qu'on prononcerait à l'oral, d'accord? Mais c'est sûr qu'il y a certains genres langagiers, c'est-à-dire en l'occurrence plutôt à l'écrit, plutôt des titres de journaux. Donc, vous voyez, c'est assez particulier, c'est un genre, mais on peut dire que ça fait partie du langage, hein, de la langue française. Simplement, il y a un genre de discours qui est les articles de journaux et plus précisément les titres d'articles de journaux qui ont une modalité, un type particulier de syntaxe. Exemple de dire incendie à Marseille ou de dire le champion en difficulté. Hein, on parle d'un champion sportif, etc., qui s'est blessé. On va dire le champion en difficulté. Comme vous remarquez, il n'y a pas de verbe. Et d'ailleurs, très souvent, les titres, que ce soit en français, en anglais, etc., les titres d'articles, bizarrement, ils n'ont pas de verbe. C'est souvent des noms. D'accord? Incendie à Marseille. Ah, il y a des langues où on ne ferait pas ça. Là, il y a des langues où, quand on écrit un titre d'article, on dit il y a eu un incendie à Marseille ou bien le feu a brûlé à Marseille avec un verbe conjugué. Mais en français, non, en anglais non plus, etc. Le champion en difficulté. Alors, pour quelle raison? C'est une bonne question, je ne sais pas. Par ailleurs, imaginez une phrase où je dis moi, un traître. Vous remarquez qu'on n'a pas de verbe. D'accord? On a une sorte de sujet et un prédicat. Moi, c'est topicalisé, thématisé à gauche. Moi, virgule, un traître, c'est sous-entendu être un traître, ou moi je serais un traître, soi-disant. Et donc, il y a la notion de trahir, mais ce n'est pas exprimé par un verbe. Donc, ça, ce sont des exemples d'énoncés non-verbaux. On va en voir dans l'exercice tout à l'heure. Mais pourquoi c'est rare en français? Parce qu'en français, la tête du prédicat est presque toujours un verbe. Alors, il y a les verbes faire, le verbe se promener, manger, cuisiner, d'accord, décrire une langue et tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est des verbes. Et puis, il y a aussi deux verbes assez particuliers qui sont les verbes être et avoir, qu'on connaît bien par la grammaire scolaire, si vous voulez, aussi parce qu'ils se conjuguent bizarrement et tout. Mais surtout, être et avoir, ce sont des verbes qui existent. Alors, en français, ça se conjugue comme des verbes. Hein. Conjugaison, ils sont des verbes irréguliers, mais c'est quand même des verbes. Ils peuvent être utilisés comme verbes ou comme auxiliaires. Mais il n'y a pas de doute qu'en français et dans la plupart des langues européennes, être et avoir sont des verbes. Et ça a pour résultat que, en fait, même une phrase comme j'avais 20 ans, eh ben, on peut dire que c'est une phrase verbale, c'est le verbe avoir. Si on dit je serai cosmonaute, bah, c'est aussi une phrase verbale. Remarquez, je serai AI, peut-être c'est une prédiction, c'est une promesse, parce que c'est le mode futur, mais on est toujours dans le verbe. Donc c'est pour ça quand on analyse les langues européennes comme français ou anglais, presque on sort jamais du domaine verbal. On est toujours avec des prédicats verbaux, que ce soit je cuisinerai demain, j'ai réparé la voiture, d'accord? Ça, c'est des verbes lexicaux. Ou bien je serai cosmonaute, on est toujours dans des énoncés avec un verbe comme prédicat. Ça n'arrive presque jamais qu'on analyse grammaticalement des phrases où le prédicat n'est pas verbal. Vous voyez, moi, un traître, c'est rare qu'on le voit ça dans une grammaire ou un cours de linguistique et tout. Et en fait, ça tourne autour de la question de la copule. Vous savez que le mot copule, en fait, ça désigne le verbe être en français. Le verbe être est ce qu'on appelle en linguistique une copule. Copule, ça vient de l'idée de couple en latin. Copula, c'est le couple. Et c'est l'idée que je vous ai dit au début de cet énoncé, de cet exposé, de ce cours, l'idée qui vient d'Aristote, qui est on a une sorte de couple, le sujet-prédicat. Si je dis Napoléon, c'est l'empereur,
eh bien, on a le sujet Napoléon et le prédicat, c'est qu'est-ce qu'on dit de ce Napoléon? Eh bien, qu'il est empereur. On a un sujet, un prédicat, et c'est bizarre de parler de couple parce qu'il ne s'agit pas de Napoléon et Joséphine, d'accord? C'est pas couple dans ce sens-là, mais c'est vraiment une sorte de couple logique de comme ça, de binôme, enfin je sais pas quoi, d'association entre le sujet et le prédicat. Et la copule, ça vient aussi de la logique, la copule, c'est le mot-outil qui permet de relier le sujet au prédicat, si on veut, dans les langues qui en ont. Le français, il a une copule, qui est le verbe être. Il y a des langues qui ont une copule qui n'est pas un verbe, d'accord? En Bambara, je pense, qui est donc une langue du Mali, eh bien, on a une particule ko qui est obligatoire entre sujet et prédicat. Bon, enfin, d'accord, qui dans les phrases comme ça prédicatives est obligatoire. Donc, on peut dire que c'est une copule parce qu'elle permet de relier entre guillemets le sujet au prédicat. Mais c'est pas un verbe. Mais bon, c'est pas grave que ce soit pas un verbe. Une copule n'est pas forcément un verbe. Il se trouve qu'en français, dans les langues européennes, la copule est toujours un verbe, comme le verbe être. OK, qui se conjugue et tout ça, et qui s'accorde avec le sujet. Donc, le verbe être, OK, donc il y a des langues qui ont des copules en français, sujet, copule, prédicat. Napoléon est l'empereur. On a aussi des prédicats locatifs, par exemple, papa est au marché, on utilise encore le verbe être. D'accord. Ensuite, vous savez qu'il y a des langues qui distinguent, je ne sais pas si vous connaissez l'espagnol, qui a deux verbes être. On dirait Napoléon es emperador, avec le verbe es, d'accord. Et puis, papa est au marché, on dirait papa está en el mercado, d'accord. Pas besoin de connaître l'espagnol, mais juste pour vous dire qu'il y a S dans une phrase et esta dans l'autre. Donc, ça montre que certaines langues ont deux copules, par exemple. Le français en a qu'une. Enfin, voilà, on peut dire devenir, c'est une autre copule, etc. Mais bon, en français, en général, on va considérer qu'il y a une seule copule en français, c'est le verbe être. En anglais, c'est le verbe be, it is, d'accord. En anglais, l'anglais serait comme le français, la papa is in the market, ok. Or Napoleon is the emperor. Donc, les langues européennes ont un verbe être en général, d'accord. Et donc, elles ont toujours, du coup, ça leur fait toujours des phrases qui sont verbales. Mais regarde, il y a des langues qui ne font pas ça, d'accord. Et une langue européenne, même indo-européenne, qui est le russe, elle n'a pas ça. L'arabe fonctionnerait de la même manière, c'est-à-dire, pour dire Napoléon est l'empereur, il n'y a pas de verbe être. Et on dit Napoléon imperator. Napoléon, c'est le sujet, imperator, c'est le prédicat. Il n'y a absolument pas de copule. Parfois, typographiquement, on la représente par un tiret, mais voilà, c'est zéro. On appelle ça parfois zero copula, hein, la copule zéro. Bon, j'aime pas trop cette description. À mon avis, enfin bon, dans certains cas, c'est justifié. Peut-être en russe, ce serait justifié. On pourrait dire qu'il y a une copule zéro au présent. Napoléon, imperator. Napoléon, c'est l'empereur. D'accord. Et le russe fait même ça pour les prédicats locatifs. Papa est au marché, papa na rynke. Papa na rynke. Il n'y a toujours pas de verbe être. C'est littéralement papa au marché. On a une structure sujet-prédicat où, alors, je ne vais pas dire le verbe être est sous-entendu, j'aime pas du tout ce genre d'expression, comme si le russe c'était en fait du français déformé, vous voyez, ce genre de logique. C'est pas du tout comme ça. C'est que en russe, et pareil en arabe et dans d'autres langues, eh bien, on va dire que, moi je préfère dire que le prédicat, les noms peuvent être prédicats. Le nom empereur peut être prédicat sans avoir besoin d'un verbe. Ou que le syntagme locatif na rinke, au marché, peut servir comme complément circonstanciel dans certains cas, mais là, il sert comme prédicat locatif. Papa, narinke, on a un sujet et le prédicat locatif. Et ce groupe prépositionnel, eh bien, il sert directement de prédicat. Il n'y a pas besoin de parler de verbe être sous-entendu ou même de copule zéro. C'est juste que c'est une langue sans copule au présent. Alors, il se trouve qu'en russe et en arabe, la copule revient lorsqu'on est au passé, par exemple, hein, qui est un cas un peu particulier. Mais il y a des langues qui n'ont jamais de copule. On va voir ça dans les langues océaniennes. Le chinois, je pourrais vous donner des exemples, mais on va faire plus vite. Donc, le chinois mandarin, il a une copule avec les noms. C'est shi, d'accord. Donc, par exemple, on dirait Napoléon, je ne sais pas comment on dit empereur, j'ai oublié. Donc, Napoléon shi, empereur, d'accord, si c'est un nom. En revanche, ah oui, si c'est une copule locative comme au marché, le chinois, il emploierait un autre verbe qui est tsai. On peut appeler ça une copule aussi, c'est la copule locative, se trouver quelque part, d'accord. Un peu comme l'espagnol,
ser y estar, d'accord. Mais par exemple, avec les adjectifs, le chinois n'a pas de copule. Vous voyez, donc chaque langue, chaque grammaire est différente en fait du point de vue de la copule. Et on va juste terminer avec quelques exemples d'une langue océanienne, le motlab, d'accord. C'est un troisième article que je suis en train d'écrire sur les énoncés non verbaux dans les langues océaniennes et notamment en motlab. Eh bien, on peut avoir des prédicats nominaux. Mon père, professeur, Imamino Navadro, en motlab, d'accord, où le prédicat, c'est le nom professeur. Il n'y a pas de copule du tout, d'accord. Donc, on a une structure plutôt comme l'arabe, comme l'arabe ou le russe au-dessus. Le prédicat nominal, ici, on a une phrase qu'on appelle parfois équative ou attributive. En tout cas, voilà, mon papa, mon père, il est professeur, d'accord, ou c'est le professeur. On a des prédicats adjectivaux qui n'a toujours pas de verbe être. De toute façon, en motlab, il n'y a aucune copule, quelle qu'elle soit, ni être, ni devenir, ni se trouver, etc. Donc, prédicat adjectivaux, ta maison est magnifique. Nengnunum, namnan. Nengnunum, namnan. Il y a toujours le même ordre des mots sujet, prédicat. Et c'est le mot namnan magnifique qui est prédicatif, si vous voulez. Comme professeur, le nom est prédicatif. Et on peut même dire en motlab, ce qui n'est pas le cas dans les autres langues à côté, mais le motlab, il est assez extrême, puisque on peut dire notre enfant Nouméa, c'est pas le nom de l'enfant, mais ça veut dire notre enfant est à Nouméa, se trouve à Nouméa. On va juste avoir le sujet et le prédicat locatif. Intimamio Nouméa. Ça veut dire notre fille ou notre fils est à Nouméa, se trouve à Nouméa. Donc, c'est un prédicat locatif qui est direct sans copule. C'est assez spectaculaire. Et le motlab, il est un cas un peu extrême des langues austronésiennes qui illustre, donc le motlab illustre une caractéristique de beaucoup de langues austronésiennes, pas toutes, mais beaucoup, qui sont ce qu'on appelle omniprédicatives. Omniprédicatives, c'est-à-dire tous les lexèmes peuvent être des prédicats. Ils n'ont pas besoin de copule. Donc, non seulement les verbes sont des prédicats comme en français, mais les adjectifs peuvent être prédicatifs, les noms, les locatifs, certains adverbes, etc., peuvent être prédicats sans besoin de copule, ce qui permet de aussi bien comprendre que la copule dans Napoléon et l'empereur, elle n'a pas tellement de sens, vous avez remarqué, Napoléon et l'empereur, cette copule, le verbe être, n'a pas tellement d'autres fonctions que d'introduire le prédicat, d'accord, de marquer que l'empereur, c'est le prédicat du sujet de Napoléon. Et il y a des langues, surtout les langues du Pacifique, qui n'ont pas besoin de copule pour opérer des prédicats. Et enfin, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour montrer que, toujours en motlab, d'ailleurs, toujours des exemples en motlab, on a plein de constructions en motlab qui sont non verbales et qui ne sont même pas vraiment de l'ordre de la structure sujet-prédicat. Ce qu'on vient de voir avant, les prédicats nominaux, c'était sujet-prédicat, mon papa, professeur, mais on a des choses comme c'est ma sœur qui se dit ma sœur, ça, d'accord, Tetekanen. Tetekanen, c'est une phrase parfaitement grammaticale où je vous ai mis en bleu le prédicat, d'accord. C'est ma sœur, un peu comme si on disait ma sœur, ça. Et c'est une phrase qui sonne bizarre en français, mais qui en motlab, c'est ce qu'on peut appeler un prédicat démonstratif ou une construction démonstrative, d'accord. Je ne vais pas dire prédicat démonstratif parce que ça donne l'impression que c'est le démonstratif anen qui est le prédicat. En fait, non, je ne pense pas. Je pense que le prédicat, c'est ma sœur, puisque c'est ça l'information nouvelle. Mais on va avoir le prédicat suivi d'un démonstratif. Donc, je vais appeler ça une construction démonstrative, ou peut-être on peut trouver d'autres noms. Un peu similaire, mais différente, c'est construction présentative. Présentatif, en français, on a avec voici et voilà. D'accord. Si je dis voici ma sœur, il est où le verbe quand je dis voici ma sœur? D'accord. Même en français, il n'y a pas vraiment de verbe. Vous savez que voici, ça vient du verbe voir. C'est vois ici et voilà, ça vient de voilà. Au départ, c'est un impératif. D'accord. Regarde ma sœur, ici, regarde là, d'accord. Voici, voilà. Mais évidemment, ça s'est grammaticalisé comme un présentatif. Et voici ma sœur. En latin, on a ecce homo, voici l'homme. Voilà, il y a des langues, beaucoup de langues, en russe, c'est vot, etc. Il y a beaucoup de langues qui ont une marque spéciale de présentatif qui n'est pas un verbe, qui est une sorte de particule. Voilà, donc on peut la gloser présentatif. En motlab, c'est était, qui vient aussi de voir, d'ailleurs, c'est marrant, parce que être en motlab, c'est voir, comme en français. Mais était et tech, ce n'est pas une tournure verbale.
c'est une construction présentative où on met souvent c'est le présentatif d'abord et le complément, si on veut, du présentatif. Voici ma sœur, comme en français ici. Il y a des constructions existentielles. Toutes les langues du monde ont des constructions existentielles qui ne sont pas forcément des constructions verbales. En MOTLAP, on a cette particule AE qui est un existentiel, qui n'est pas du tout un verbe, parce que ça ne se conjugue pas et tout ça. C'est juste, il y a du vent, on dit Neleng AE, vent, il y a. Et le négation, Neleng Tate, avec un mot spécial qui est le négatif existentiel. Il n'y a pas de vent. Neleng Tate. Il n'y a pas de vent. Il y a une tournure synonyme, Tatehleng. Neg existe, donc négatif existentiel, vent. Il n'y a pas de vent. On n'est pas du tout dans des tournures verbales. C'est même pas du tout le même ordre des mots. C'est assez particulier comme type de construction non verbale. Les constructions possessives en MOTLAP, elles sont dérivées des constructions existentielles. Il y a beaucoup de langues du monde, notamment dans le Pacifique, ça m'intéresse de savoir chez vous, eh bien, où pour dire j'ai une sœur, eh bien, on utilise l'existentiel. Littéralement, il y a ma sœur. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, ce serait un exercice à faire dans les langues que vous connaissez. Et pareil, la négation, littéralement, il n'y a pas ma sœur, donc ça veut dire je n'ai pas de sœur. J'ai peut-être un frère, mais je n'ai pas de sœur, d'accord. Et vous voyez, encore une fois, ce n'est pas du tout de verbe. Là, en français, on utilise le verbe avoir. Donc, en français, il y a ce mot avoir qui se conjugue comme un verbe, qui vient d'un verbe latin, habeo. Mais sachez que c'est rare dans le monde. Les 3/4 des langues du monde n'ont pas du tout de verbe avoir, ni de verbe être. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font des stratégies un peu comme on vient de voir ici pour le MOTLAP, c'est-à-dire une particule qui dit existence ou non-existence avec un sujet, quoi. D'accord? Mais ce n'est pas du tout un verbe. OK. Voilà. Et puis, pour terminer, on a des constructions exclamatives, je ne sais pas comment les appeler, où il n'y a pas vraiment de structure sujet-prédicat. Par exemple, si je dis « nasmal », c'est comme ça qu'on dit « la pluie » ou « il pleut ». En français, « il pleut », c'est encore un verbe parce que le français est obsédé par les verbes et il veut à tout prix avoir des verbes partout. Mais en MOTLAP, c'est un peu comme si on disait « quelle pluie ». Là, pour le coup, en français, on n'a pas de verbe. Quand on dit « quelle pluie » ou « quel idiot », vous remarquez que c'est un énoncé non verbal. Et la pluie, je crois que c'est pas très naturel en français de dire la pluie, mais c'est comme ça qu'on dit en MOTLAP pour prévenir, attention, la pluie arrive. OK. On arrive à la fin de cette riche leçon et je vous propose un exercice d'application que je vous enverrai ou que vous pourrez télécharger. Mais déjà, je vous montre à quoi il ressemble. J'aurais adoré prendre des phrases dans une langue du Pacifique, mais finalement, j'ai pris du français parce que le français, c'est déjà assez compliqué à analyser. D'accord? Je ne vais pas toutes les lire ici, mais on a des phrases en français assez plutôt français familier, français oral, des phrases qu'on dit tous les jours quand on parle français, ou des tournures. D'accord? Donc, ils n'ont rien cassé du tout. Qu'est-ce que c'est nul? Tu te prends pour qui? Je te le rendrai. Si seulement tu me l'avais dit, qui d'autre aurait pu le faire? D'accord? Arrête de rigoler. Le voilà justement. Téléphone, etc. Donc ça, je vous ai donné 20 phrases qui ont l'air très, très banales, hein, enfin, je veux dire qu'on utilise tous les jours, allons-y, etc. Mais ce n'est pas si évident de les analyser. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je vous demande pour ces phrases, pour chaque phrase ci-dessus, de essayer d'identifier la modalité de l'énoncé. Est-ce qu'on est dans un énoncé déclaratif, interrogatif, injonctif, exclamatif? Bon, ça a l'air plutôt facile. Ensuite, interrogatif, ouvert ou fermé, etc. OK. Ensuite, le mode du verbe, le mode du prédicat. Est-ce qu'on est du côté du réaliste ou de l'irréaliste, du l'optatif potentiel, etc. D'accord? Ça va vous faire un peu apprendre, réviser ces termes qu'on a vus aujourd'hui. Et puis, le type de construction syntaxique, d'accord? Est-ce qu'on est dans une construction verbale en français? Est-ce que c'est une construction nominale, présentative, existentielle, possessive? Et vous allez voir
que c'est une manière un peu originale de regarder la langue française aussi, comme étant plus riche grammaticalement qu'on ne le dit d'habitude. Hein. À force de voir des énoncés grammaticaux, enfin des énoncés dans les exemples qui sont souvent des énoncés verbaux, affirmatifs, au passé, etc. On a une vision assez pauvre en fait de la grammaire du français, mais avec des exemples comme ça, surtout le français oral, on voit qu'on a des énoncés, des types d'énoncés qui sont assez variés en français. J'ajoute juste une chose, donc je vous propose de réfléchir déjà à cet exercice avant votre TD, par exemple, et d'en parler en cours de travaux dirigés. Mais moi, je vous dis tout de suite, c'est qu'il y a des énoncés où il y a une bonne réponse et puis d'autres où c'est difficile de trouver la bonne réponse. Même pour moi, je dirais qu'il y a certains énoncés où il y a deux interprétations possibles. D'accord? Par exemple, la phrase 13, pourquoi tu lui dis pas toi-même? Il y a plusieurs analyses possibles. On peut considérer que c'est une question, on peut considérer que c'est une question donc ouverte, etc., machin, verbal, mais on peut dire aussi que c'est une forme d'injonction. Dis-lui toi-même. C'est une manière polie de dire dis-lui toi-même, etc. Ça mérite comme ça de discussion, de réfléchir. Bon, finalement, on va considérer que c'est une injonction ou c'est une question rhétorique, ce qu'on appelle. Je n'ai pas parlé des questions rhétoriques, mais voilà, c'est un type de question rhétorique, etc. Donc, il y a pas mal d'énoncés comme ça qui sont intéressants parce qu'ils nous obligent à réfléchir et même pour certains énoncés, je connais la réponse, puis pour d'autres, ça mériterait de discuter. Voilà. En tout cas, je vous suggère déjà de commencer par cet exercice en français et peut-être de réfléchir à des données que vous auriez dans des langues du Pacifique, des langues que vous connaissez, que vous parlez, et de réfléchir, est-ce que vous avez des phrases nominales et tout ça. Ça, vous pourrez voir ça ensemble dans votre TD. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.